Bonsoir, merci d'être avec nous pour cette soirée spéciale sur France 3. C'est une semaine décisive parce que normalement, dans quelques jours, le nouveau Premier ministre Sébastien Lecornu doit dévoiler son gouvernement, ses grandes pistes, les nouveaux ministres. Mais il y a encore beaucoup de questions en suspens et on va en parler ce soir. Bonsoir Myriam. Bonsoir Francis, bonsoir à tous. Les impôts vont-ils augmenter? Qui va payer? Où trouver les milliards nécessaires pour le budget 2026? Nos invités politiques vont en débattre ce soir, sans oublier les Français. Comment réduire les inégalités sociales? On n'a jamais eu autant d'injustice sociale. On paye des impôts, ok, mais qu'est-ce qu'on en fait de ces impôts? Faut-il annuler la retraite à 64 ans? Taxer les riches? Pour remettre l'ISF, à un moment donné... 5e Premier ministre en 3 ans. Il y a plus de Premier ministre que d'années d'études que j'ai. Il va falloir changer. Sébastien Lecornu va-t-il parvenir à boucler un budget? Et je le dis aussi, il va falloir des ruptures. Les oppositions vont-elles le censurer? Quel gouvernement pour la France? C'est l'heure des choix. Comment redonner confiance aux Français? Eh bien voilà, la question est posée, le décor est planté, le défi est de taille en tout cas. Et nous allons commencer par vous présenter nos invités qui sont sur ce plateau ce soir. Myriam. Bonsoir Agnès Evren, bienvenue. Vous êtes porte-parole des Républicains et sénatrice. Bonsoir Laure Lavalette, porte-parole des députés du Rassemblement national. Bonsoir Sylvain Maillard, bienvenue, député Ensemble pour la République de Paris, membre donc du parti d'Emmanuel Macron. Et en face de vous, de l'autre côté de la table, Richard Ramos, bonsoir. Vous êtes député du MoDem, le parti de François Bayrou. Bonsoir Manon Aubry, vous êtes députée européenne de la France Insoumise, de Jean-Luc Mélenchon. Et bonsoir Marine Tondelier, vous êtes patronne de vous-même puisque vous êtes numéro 1 des écologistes. Déjà pas mal. Numéro 1 des écologistes. Merci en tout cas à tous et toutes d'être sur ce plateau. Alors on est dans une semaine décisive, on est dans une crise politique et les Français qui vous regardent sont très inquiets. Parfois même, ils sont dégoûtés, parfois même, ils ne croient plus dans la politique. Qu'est-ce que vous leur dites? Vous avez 1 minute chacun. On va commencer avec vous, Agnès Evren, pour les réconcilier avec la politique, pour leur redonner confiance ce soir. Alors d'abord, je voudrais leur dire que nous sommes évidemment à leur écoute. En tout cas, moi, je suis constamment sur le terrain, dans le 15e arrondissement où je suis élue. Et c'est vrai que je reçois, je sens une véritable inquiétude, une véritable angoisse face à l'avenir. Ils ont parfaitement conscience de la gravité de la situation et du fait qu'on est dans une tripartition à l'Assemblée qui risque de paralyser en fait les réformes. Comment vous leur redonnez confiance? En revanche, ce qu'ils nous disent, c'est qu'ils veulent de la stabilité. Parce qu'ils savent qu'il faut un budget pour la France pour financer toutes les politiques publiques, santé, éducation et sécurité. Et là où, en fait, je voudrais leur redonner confiance, c'est quand ils me disent qu'ils ne comprennent pas cette démocratie immature ou cette démocratie malade, où, en fait, on sait tous qu'il faut un budget de compromis, mais que certains partis politiques pensent qu'en fait, c'est perdre leur identité les Français, que de réussir. Non mais les Français, qu'est-ce que vous leur dites? Et donc, c'est ce que je vais leur dire. Ayez confiance en nous. Non, je leur dis premièrement... Nous devons en effet trouver un budget de compromis. Et ce ne sera pas en effet le budget ça, c'est les parlementaires. Pardon? Ça, c'est les parlementaires. Mais non, parce que les Français ont besoin d'un budget. J'entends, mais qu'est-ce que vous leur dites? Est-ce qu'il y aurait une mesure qui pourrait rendre confiance aux Français? La deuxième des choses, et je l'entends constamment aussi, c'est Madame Evren. On ne souhaite pas que les impôts augmentent, contrairement à la gauche qui passe son temps, matin, midi et soir, à dire il faut une nouvelle taxe magique. Ce qu'il nous dit, c'est qu'il faut en revanche que l'État se serre la ceinture. Voilà. Manon Aubry, puisqu'elle vous a attaqué déjà, Agnès Evren, en disant la gauche qui réclame des taxes, on va y revenir. Écoutez, moi je vais essayer de répondre à votre question. Je ne vais pas parler de budget théorique, etc. Je vais parler du concret. En fait, on est à la fin du mois de septembre, il y a eu la rentrée, et il y a des parents qui ont du mal à payer les fournitures pour leurs enfants, le sport des enfants. Combien de parents se disent « j'ai 2 ou 3 enfants, je ne peux pas payer et le foot, et le tennis, et le rugby par exemple, ou le waterpolo, tiens, je fais la promotion de mon sport ce soir. » Et c'est des choses très concrètes dans la vie quotidienne. Donc le pouvoir d'achat. Et donc l'enjeu, c'est comment concrètement on redistribue les richesses dans notre pays pour que des familles n'aient plus à se priver. Quelle mesure? Je vous donne des exemples très concrets. L'augmentation du salaire minimum à 1 600 € net. Pour faire en sorte que tous ceux dans notre pays qui gagnent le salaire minimum puissent enfin un peu sortir un tout petit peu la tête de l'eau en même temps qu'on bloque les prix des produits de première nécessité. Je pense que ça doit être ça la priorité. Répondre finalement aux besoins de millions de personnes versus les besoins de quelques milliards. On passe de l'autre côté. On a 2 choses déjà. La confiance, c'est la stabilité.
Et la confiance, c'est le pouvoir d'achat. On est tous d'accord, voilà, le pays vit une crise budgétaire absolument sans précédent. Sous l'ère Macron, 1200 milliards de dettes de plus, autant que la dette de la France entre les Secondes Guerres mondiales et les années 2000. En 2027, la charge de la dette sera de 100 milliards. C'est absolument colossal. Il faut bien que les gens qui nous écoutent comprennent que la dette, c'est tout ce que nous n'investissons pas. Une dette, ça va nous empêcher d'emprunter, ça va nous empêcher de financer de la recherche et du développement, ça va nous empêcher de faire des infrastructures, des hôpitaux, je sais pas, des porte-avions. Alors, la mesure. Donc il faudra évidemment revenir, mais un budget, c'est la traduction comptable de choix politiques. Et ce que je veux dire aux Français, c'est que probablement ici, on va avoir l'occasion de montrer que nous n'avons pas le même choix politique. Faire baisser, par exemple, l'impôt sur le revenu des familles. C'est très clair, c'est très net. Donc le pouvoir d'achat à nouveau. Richard Ramos. Oui, mais moi, je ne crois pas que c'est une mesure qui rétablit la confiance. Non, c'est juste pour vous situer dans le débat. Je vais dire aux Français quelque chose. La confiance, c'est un rapport des uns et des autres de ce qu'on incarne. C'est-à-dire les Français, ils n'ont plus confiance en nous. En 2017, c'était un grand changement. On n'a pas été tout à fait à la hauteur, on le voit bien dans les sondages. Donc, c'est comment on rétablit un rapport humain. Comment le politique. Oui, mais croyez bien qu'on va y ne revenir. s'établit pas sur une mesure. J'entends, mais c'est pour vous situer dans le débat, je disais Richard Ramos. Comment on va réussir à faire en sorte que malgré nos différences, on arrive donc le compromis. Eh bien, on trouve déjà une passerelle dans la réponse. Mais sauf que le compromis, vous savez bien que ça veut dire tout. On arrête d'écouter les têtes d'œuvre dans les ministères. Richard Ramos, d'accord. Mais quand vous dites compromis sur quelque chose de concret. Les têtes d'œuvre dans les ministères. Oui, mais non, il y a des technocrates. Sylvain Maillard, c'est drôle parce que il appartient à la coalition au pouvoir, Richard Ramos. Aujourd'hui, on nous a mis 3 blocs différents. Les Français nous ont dit travailler ensemble. Alors, on va y revenir. C'est pas la même chose. Pour rétablir la confiance, il faut arrêter de penser à 2027. Il faut, parce qu'on pense différemment, on trouve ce qui fait consensus pour résoudre les problèmes quotidiens. Chacun son tour. Sylvain Maillard. Pour moi, le plus important, c'est que le travail paie plus en France. On a un différentiel entre le brut et le net de ceux qui travaillent, qui font en sorte qu'une grande partie des Français n'arrivent plus à boucler leur fin de mois. J'ai entendu d'ailleurs de la gauche comme de la droite, on entend en permanence cela, et c'est vrai. Il faut faire en sorte que le brut rejoigne le net sur la fiche de paye. Et je pense que ça doit s'incarner très vite. On portera dans ce budget, d'abord, évidemment, on va tout faire pour avoir un budget de compromis. Il faut de la stabilité, je le redis, mais ce qu'il faut, c'est qu'une mesure, c'est qu'à la fin de l'année, début de l'année prochaine, le net, sur chaque fiche de paye en France, on va avoir l'occasion d'y revenir. On va pouvoir y revenir, mais on pense qu'il faut baisser les charges. On va y travailler avec les partenaires. Comment on fait pour baisser les charges? Faire en sorte que les Français, quand ils travaillent, gagnent plus. Marine Tournelet, le pouvoir d'achat, au fond, est le compromis. C'est ce qu'il ressort. Est-ce que vous êtes d'accord avec ces deux mots-là? Je ne suis pas sûre que les Français soient plus rassurés 5 minutes après le début de l'émission qu'en allumant leur télé. Moi, je suis très inquiète sur le plan social, sur le plan démocratique, sur le plan économique, évidemment, sur le plan industriel. Mais je suis aussi très inquiète sur le plan environnemental. Vous savez que cette semaine, la 7e limite planétaire a été franchie. Donc les limites planétaires, il y en a 9. Et ces limites planétaires, c'est ce qui nous sépare du moment où la planète ne sera plus habitable. Et donc la limite planétaire de l'acidification des océans vient d'être dépassée. Et je vous le dis, moi, j'ai pas beaucoup de raisons d'espérer. Je dis aux Français, si vous êtes comme moi très inquiète, ce qui fait tenir à la fin, c'est un mot qui est simple, c'est l'engagement. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a rien de pire que d'être là, de voir ce monde qui s'échappe, de nous voir nous écharper, de voir cette situation bloquée parce qu'un président de la République a voulu faire une dissolution et n'a pas suivi le résultat, et donc que la France depuis est bloquée par les macronistes et par le refus de rendre le public. Et donc j'ai une seule bonne nouvelle, c'est que dans 18 mois, M. Macron ne sera plus président de la République. Mais une mesure quand même, une mesure. Voire même avant. Une mesure, on y reviendra. Non, mais notre programme, vous le connaissez. Moi, il y a une mesure qui me tient particulièrement à cœur, c'est les premiers mètres cubes d'eau gratuits. C'est-à-dire de dire, pour tous les Français, parce que les charges sur l'eau, l'électricité, le gaz, c'est de plus en plus lourd dans les budgets. Et donc, je pense que les premiers mètres cubes d'eau devraient être gratuits pour tout le monde. Par contre, au-delà d'une certaine consommation, on devrait pouvoir faire payer double aux gens qui la dépensent n'importe comment. Les Français qui nous regardent ce soir ont compris ce que vous proposez et où vous vous situez. Alors, redonnez confiance aux Français, c'est répondre à leurs priorités. Vous l'avez déjà dit, le pouvoir d'achat en tête, comment finir les fins de mois. Et aujourd'hui, vous avez aussi tous esquissé un peu le débat, Sébastien Lecornu a avancé une piste. Oui, baisser les impôts sur le travail, les cotisations sociales pour augmenter le salaire net. Mais ce n'est pas sans conséquences sur les équilibres financiers. Sur vos fiches de paie, de nombreuses lignes et 2 informations essentielles, le salaire brut et le salaire net. Et entre les deux, un écart important. Dans cette entreprise de travaux publics... On va couper là, pour essayer de la redresser un maximum. Chauffer.
Ce chef d'atelier relie avec attention son bulletin de salaire. 3 698 € bruts, mais 2 446 € touchés à la fin du mois. Quand on voit le salaire brut et ce qu'on touche à la fin, bon, il y a une bonne différence. C'est vrai qu'on préférerait avoir moins de charges. Il ne faut pas se voiler la face. On voudrait avoir un peu plus de net. Cette différence est due en partie aux cotisations salariales, sécurité sociale, complémentaire santé, cotisations retraite, famille ou encore assurance chômage, auxquelles s'ajoutent des charges patronales. Alors, est-ce possible de réduire l'écart entre salaire brut et salaire net ? Ce chef d'entreprise comprend les demandes de ses salariés, mais pour lui, c'est le modèle social qui en dépend. C'est pas évident puisqu'il y a des charges incompressibles ou alors si on enlève ces charges, on met en déficit les caisses qui sont adjointes. Je parle aux mutuelles, je parle à la Sécu, je pense aux caisses de retraite. Donc c'est très compliqué. Rapprocher le salaire brut du salaire net pour que le travail paie mieux. L'idée n'est pas nouvelle. Mais pour cet économiste, il y aurait forcément d'autres perdants. Si les salariés payent moins de cotisations pour leur retraite, moins de CSG pour la maladie, alors à ce moment-là, il faut que d'autres personnes payent. Et à ce moment-là, on peut imaginer que ça sera les hauts patrimoines ou les retraités qui verront leur fiscalité augmenter. Une négociation politiquement risquée, mais demandée par les partenaires sociaux. Alors on l'a vu, augmenter les salaires, tout le monde est d'accord évidemment là-dessus, hein, on comprend bien, mais pas forcément sur le comment. Vous l'avez vu, aujourd'hui le Premier ministre Sébastien Lecornu a avancé une piste qui est de diminuer les impôts qui pèsent sur le travail pour que le salaire net augmente. Oui, et c'est une mesure importante. On va essayer de voir si vous seriez capable de la voter tous ensemble, parce que le pouvoir d'achat, on le dit et on le redit, c'est la priorité des Français. Agnès Evren, est-ce que vous êtes d'accord avec cette proposition qu'a faite aujourd'hui au socle commun le Premier ministre, de faire en sorte que le salaire net augmente en baissant les cotisations salariales qui pèsent sur les actifs? Je suis d'autant plus d'accord que c'est une proposition faite par les Républicains. Et donc pour nous, la boussole, elle est très simple, c'est que le travail soit plus rémunérateur. Aujourd'hui, il y a des millions de Français qui n'arrivent pas à vivre dignement de leur travail, donc quel que soit leur territoire. Et donc, en effet, dans le socle commun, pas de division. L'enjeu, c'est donc de rapprocher en effet le salaire net du salaire brut en baissant les cotisations salariales. Pour moi, honnêtement, le vrai sujet en France, c'est de revaloriser le travail au détriment de l'assistanat. Et on a une deuxième mesure, j'en profite pour le dire, qui est de créer en fait une allocation sociale unique en fusionnant toutes les aides sociales et plafonner à 70% du SMIC pour permettre que les revenus de l'allocation ne soient pas supérieurs aux revenus du travail. Mais restons sur le pouvoir d'achat. Oui. Laure Lavalette. Le pouvoir d'achat, vos électeurs le réclament tous les jours. Mais est-ce que vous pourriez voter une telle mesure? Elle ne fait pas d'économie, on n'est pas sur une mesure budgétaire. Oui. Là, on est une mesure de pouvoir d'achat. Je reviens sur ce que vous disiez tout à l'heure, savoir si on était capable tous de voter un budget de compromis. Mais en fait, vu les choix et vu le sursaut budgétaire qu'il faut faire, ça ne sera pas ça dont les Français ont envie. Il faut qu'on ait un sursaut. Pour ça, il faut qu'on ait une majorité très franche à l'Assemblée nationale. Parce que, encore une fois, à la question. Mais je vais vous répondre parce que ça ne va pas suffire. Ce n'est pas une petite mesure sur laquelle il faut qu'on tombe d'accord. Est-ce qu'on est tous d'accord ici pour baisser les impôts de production? Non, mais là, il y a urgence. Il y a urgence. Il faut que ce soit pour la fin de l'année. Et on n'est pas sûr que le gouvernement dure très longtemps. Donc c'est maintenant qu'il faut le faire ou jamais. L'urgence est tellement grande. Le sursaut budgétaire est trop important pour que ce soit des petites mesures. Mais c'est les régulations, c'est oui ou c'est non? Mais c'est un spectre très large. Bien sûr qu'on veut augmenter le pouvoir d'achat des Français. Quand je vous entends, Laure Lavalette, vous faites un plan sur la comète, là, en disant il faudrait... Mais non, parce que la seule façon institutionnelle de sortir de la crise dans laquelle nous sommes et enfin de revenir aux aspirations des Français que sont le pouvoir d'achat, la sécurité, en effet, le concret. La seule façon de faire, c'est de dissoudre et de donner évidemment les moyens. Donc c'est non pour les Français qui nous regardent ce soir. Bien sûr que la fiche de paye, ça veut dire quelque chose. Vous votez ou vous votez pas? Non, mais bien sûr qu'on votera tout ce qui peut améliorer. Oui. Nous, on ne peut pas imaginer. Vous savez, il y a un tiers des Français qui n'ont que 100%, le 10 du mois pour terminer le mois. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Évidemment que non. Mais ça ne suffira pas, une petite mesurette. Il faut un sursaut budgétaire pour faire des choix. C'est une mesurette, dit Laure Lavalette. À l'Assemblée nationale. Laure Lavalette dit c'est une mesurette que de faire baisser, par exemple, la CSG sur les salaires. Tout dépend du montant de la CSG que l'on baisse, mais il faut faire en sorte que le brut soit, le net soit le plus proche possible du brut. Tout le monde le dit. Quand vous travaillez, vous n'arrivez pas, pour une bonne partie des concitoyens, à terminer le mois, en tout cas de façon sereine. Et donc, il est essentiel qu'on change. Mais enfin, il faudra faire des réformes.
Parce que là, on dans va votre venir à la des dépenses, compensation, mais il faudra on faire des voulait savoir réformes. déjà Nous, on si porte vous la étiez réforme d'accord. de l'assurance chômage, par exemple, qui fait partie des cotisations, où on pense que il faut qu'à un moment, ce soit faire en sorte que les Français, ceux qui le peuvent, travaillent plus. Et ça fait Manon partie, Aubry. en tout cas, que collectivement, nous travaillons. Mais Manon Aubry. juste là-dessus, il y a combien d'emplois disponibles dans notre pays versus de nombre de demandes Oui, mais alors on va pas d'emploi aller là-dessus tout de suite. Non, parce que faire croire Manon qu'on Aubry, vit dans un pays fait d'assistanat, mais je suis désolée, monsieur Maillard, sortez de Paris, vous trouvez pas Donnez vite un exemple. et après, un emploi en traversant la rue. Hein. Allez-y, Enfin, rapidement, je suis désolée, rapidement, parce que c'est pas le revenir à la sujet. réalité quand Si même, vous voulez monsieur que je vous Maillard. Juste, c'est pas le sujet, donc rapidement. Paris, très rapidement. Par exemple, on cherche des serveurs. Vous regardez juste sur Paris, des serveurs. On a 3500 offres d'emploi ouvertes à l'heure actuelle. Un peu plus de 11 000 personnes qui cherchent cet emploi et ça ne matche pas. Bien sûr. Et donc, à un moment, qu'à un moment, il faut se poser la question des conditions de travail, par exemple, des serveurs que vous évoquez. On peut tout évoquer, mais ne dites pas qu'il n'y a pas d'emploi. Ne dites pas qu'il n'y a pas d'emploi. Il y a un travailleur aujourd'hui, il y a un poste disponible pour 9 demandeurs d'emploi. Vous le savez très bien. Et je réponds on à votre revient question. à la suis pas question. d'accord avec votre Est-ce que, et Marine Tondelier aussi, parce que j'allais dire, vous êtes toutes les deux face à une situation particulière. Parce que Olivier Faure du Parti Socialiste a dit « Moi, je suis d'accord pour que la CSG baisse, notamment sur les bas salaires. » C'est presque un bouleversement à gauche, parce que jamais ça a été défendu à gauche. Très clairement là-dessus, Alors, parce que toutes les depuis deux. tout à l'heure, excusez-moi, je ne comprends rien à ce que vous racontez. La CSG, c'est facile. Ce que je comprends du problème... Après, vous répondrez après. Ce que je comprends du problème global, c'est que on a trop de déficit de l'État. Donc on est plutôt en train de chercher de nouvelles recettes. Et ce que vous nous proposez, c'est de baisser des recettes, en l'occurrence de la sécurité sociale. Quand vous baissez la CSG, en plus, vous, c'est surtout les salaires. C'est pas sur le bas salaire, c'est sur tout le monde. La CSG, elle sert à quoi? Elle finance. Non pas l'assistanat. Attendez, Pas tous en même temps. Attendez, chacun son tour. Vous êtes bien fébrile ce soir. Mais non, chacun son tour. Vous avez le droit de dire vos Vous dites ça finance l'assistanat. Tout à fait. Ça finance l'assurance maladie sociale. Je savais pas que tous les gens qui sont malades dans ce pays étaient des assistés. Ça finance l'assurance chômage. Ça finance les allocations familiales. Ce n'est pas de l'assistanat, c'est notre modèle de protection sociale français. Et donc, je ne comprends juste pas comment on fait. Vous allez baisser la CSG, comme quand vous avez supprimé la taxe d'habitation, comme voilà. Puis après, vous allez dire il n'y a plus d'argent, donc il faut faire une réforme de l'assurance chômage, il faut baisser les APL, il ne faut pas augmenter les profs qui sont payés 40% de moins que tous les fonctionnaires de leur catégorie. Et donc, je dis juste attendez, évidemment que vous allez baisser les cotisations, tout le monde va être d'accord. Qu'est-ce que vous allez dire? Mais à la fin, comment on fait que le budget là? Vous allez aggraver le déficit et c'est logique, c'est ce que vous faites depuis 8 ans. Je n'ai pas compris. Les Mozart de la finance ont été des Castafiore. Contre la baisse de la CSG. Mais je ne suis pas pour baisser la CSG comme ça, sur tout le monde, à toutes les conditions. Et je vais vous donner juste l'exemple, laissez-moi expliquer une chose. La TVA, tout le monde la paye. Quand vous achetez une baguette, des vêtements, tout, vous payez de la TVA tout le temps. Dans les années 2017, quand Macron devient président, 92% de la TVA sert à financer les services publics, le budget de l'État. Aujourd'hui, il n'y a plus que 48% de la TVA qui sert à financer les services publics. Pourquoi? Parce qu'il y a eu des exonérations de charges. Et quand vous faites des exonérations de charges, tout le monde dit bah oui, c'est du chargement, on est content. Mais les dépenses que ça devait financer, elles restent. Et donc du coup, à la fin, c'est la TVA. Donc à chaque fois que vous payez votre baguette, vous financez en fait les exonérations de charges patronales que vous avez octroyées sans jamais nous dire où vous alliez chercher l'argent. Vous posez la question de la baisser la télévision avec une fraction de Vous TVA. voulez baisser la CSG, mais allez-y. Alors, dites-nous, Sylvain Maillard, est-ce que vous sacrifiez le modèle social? Pour ceux qui nous regardent, il faut peut-être faire de la pédagogie. Ces cotisations, elles financent aujourd'hui la sécurité quand on baisse la CSG, où on prend l'argent pour financer ce que Sylvain Maillard, Richard Ramos. Vous vous déremboursez les soins. Ils vont vous répondre, évidemment, Richard la Maillard. CSG doit être compensée et nous proposons une réforme, c'est la réforme de l'assurance chômage, de faire en sorte que, évidemment, on accompagne ceux qui sont en difficulté et qui changent d'emploi ou qui ont perdu leur emploi. Il faut les accompagner, mieux les accompagner. Mais nous pensons qu'il faut les accompagner probablement donc baisser moins longtemps. l'assurance chômage. Donc faire en sorte que les cotisations baissent. Non, baisser tout à la fait. durée d'indemnité. La durée d'indemnité. Ça revient au même. Non, c'est pas la même chose. Pas le montant, pas le montant. Mais la durée d'indemnisation. Richard Ramos et Manon Aubry. Il y a deux choses. Moi, je pense que ce qu'il faut également, moi, je suis pour la TVA sociale. C'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup de produits qu'on importe et qu'il faut faire de la TVA sociale pour la réinjecter à l'euro près dans la baisse de charges. Alors expliquez. La TVA sociale, ça veut dire j'augmente ma TVA on va dire 2 points. 2 points parce qu'on a démontré que ça ne faisait pas de l'inflation. Et ces 2 points de TVA-là, auxquels on a plus de 60% sur les produits d'importation, on les remet pour donner de la compétitivité à la fois à nos entreprises et à la fois du pouvoir d'achat aux Français. Et puis en même temps,
rapidement, on fait une deuxième chose. C'est-à-dire que pourquoi ceux qui nous regardent, nos petits artisans, nos petites PME, elles payent en moyenne 25% d'impôts sur les sociétés. Les grands groupes, ils payent 7% en moyenne. Pardon. Et donc, on refait autre chose. On fait deux ISF, deux impôts sur les sociétés. ISF? Pas ISF, on y reviendra après. Mais moi, je suis pour. On y vient juste après. Chaque chose en son l'impôt sur les temps. sociétés, il y en a. Quand on distribue de l'impôt sur les sociétés aux actionnaires, on doit avoir un taux qui est différencié. On va y revenir. De celui qu'on Mais donne aux on salariés. va y revenir. Et on fait un choc sur l'impôt sur les Monsieur sociétés Ramos, en donnant aux salariés la possibilité de toucher Manon Aubry, cet impôt-là, finalement. Manon Aubry, je vous repose la question. Est-ce que vous êtes favorable ou pas à la baisse de la CSG sur les salaires? Moi, je suis favorable à une baisse de la CSG pour les petits salaires et une augmentation de la CSG pour les gros salaires. Ce qu'il faut bien comprendre, parce que ça paraît un peu abstrait sur une fiche de paye. Non, ça se voit très bien. La CSG, le taux d'imposition est le même, quel que soit le salaire. Que vous soyez un tout petit salaire ou que vous soyez, je caricature volontairement, Bernard Arnault. C'est-à-dire le pourcentage de CSG qui est pris est le Et donc, forcément, quand vous payez le même pourcentage, quel que soit votre revenu, c'est ce qu'on appelle un impôt régressif, qui est un impôt injuste. Vous voulez Moi, vous, ce une que je CSG souhaite, modulée, quoi. c'est une CSG progressive sur le même modèle de la progressivité de l'impôt sur le revenu que nous proposons. C'est 14 tranches d'impôt sur le revenu. De la même manière, la CSG peut être progressive. Et je vous le donne de manière très concrète pour ceux qui nous regardent. Tous ceux qui gagnent moins de 4 000 € par mois, c'est 92% des Français. Je pense que c'est la plupart des gens qui nous regardent ce soir. Eh bien, ils vont payer moins de CSG, ils vont payer moins d'impôts sur le revenu. Et à l'inverse, oui, il faut mettre à contribution, par exemple, les dividendes. La France est la championne d'Europe et la championne d'Europe du pays qui paye le plus, qui verse le plus de dividendes à ses actionnaires. Et ces dividendes-là n'ont pas la même fiscalité que le travail. Eh bien, donc vous dites par contre, baisser la CSG sur les petits salaires, c'est plutôt une bonne idée. Sur les petits salaires et l'augmenter sur les gros salaires. Ça s'appelle la progressivité de l'impôt. C'est le principe même de l'impôt. C'est que les petits payent petit et que les gros payent gros. Au vu de ce que dit Manon Aubry, vous disiez tout à l'heure, il est hors de question de toucher à la CSG. Mais décision en fonction de la France insoumise. Je sais. Mais au vu quand même de... C'était le programme du nouveau Front populaire, vous savez, donc moi je... Marie Tondelier, au vu de ce que dit Manon Aubry, en disant, on peut peut-être quand même évoquer les petits salaires. Mais c'est pas au vu de ce que dit Manon Aubry, évidemment qu'il faut être plus juste envers les petits salaires et plus raide envers les plus gros salaires, c'est-à-dire à faire de la justice sociale et de la justice fiscale, nous l'avons toujours dit. Mais la question que je repose à la droite, parce que je n'ai toujours pas compris, c'est une fois que vous baissez ça, sur quoi vous faites les efforts? Et quand vous me dites l'assurance chômage, vous savez bien que ça ne suffira pas au vu de tout le volume que vous voulez l'exonérer. Et quand j'entends les larmes de crocodile sur la taxe Zuckman en disant comment vont faire les ultra-riches si on les taxe, comment vont-ils le vivre, est-ce que ça va pas être un peu trop dur pour eux? Je remarque que quand c'est pour s'en prendre aux chômeurs, aux bénéficiaires des APL, des allocations logement, aux bénéficiaires de la CAF, aux bénéficiaires de l'assurance maladie, la personne ne se demande comment vont le vivre les chômeurs ou comment vont le vivre les malades. Et ce que dit Marine Tondelier, elle rebondit sur ce que vous avez dit, Agnès Evren. Vous avez dit, pour compenser la suppression de la CSG, on va attaquer ou toucher aux assurances chômage, à l'assurance chômage. Moi, je pense que c'est toujours les mêmes qui vont payer, grosso modo. Attention, l'assurance chômage, aujourd'hui, on est un des pays de l'OCDE. Franchement, on est l'un des plus généreux. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, la solidarité vire parfois à l'assistanat. Nous, à droite, on veut réinciter les gens à travailler. Donc, je ne dis pas qu'il faut supprimer l'assurance chômage. Je dis qu'on peut revoir, en effet, la durée en fait, d'indemnité et non pas le montant de l'indemnité. Et donc, premièrement, non, je dis qu'il ne faut pas encourager tout simplement les Français à rester dans l'assistanat et les réinciter à l'activité. En fait, on est tous d'accord. Et la deuxième chose, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, toutes les réformes qui ont été faites par la gauche, que ce soit la retraite à 60 ans, les 35 heures, c'est le symbole du social-étatisme qui nous a emmenés dans le mur. Aujourd'hui, il faut dire la vérité aux Français. Nous n'avons plus les moyens. Ça fait 50 ans que la France vit au-dessus de ses moyens et que donc on doit prendre nos responsabilités. Et moi, je dis une chose, et vous avez tout mélangé. Moi, je ne suis pas pour la baisse de la CSG. On entend tous qu'en fait, il y a un déficit de la sécurité sociale de 15 milliards. Vous n'êtes pas pour la baisse de la CSG? Non. Parce qu'il y a un déficit de 15 milliards de dollars. Quelles cotisations vous baissez alors? Lesquelles sur le travail? Sur les cotisations, moi je reviens encore une fois à un principe qui est très clair, c'est de rapprocher le net du brut. Et comment on fait? On baisse tout simplement les cotisations salariales. C'est ça l'enjeu. La CSG, ça en fait partie. Ça en fait partie. Ça en fait partie. Vous dites mais on ne touche pas. Bon, en tout cas, vous êtes d'accord pour on touche pas la CSG. Baisser les charges sociales, comme sur on les dit, bas salaires. Voilà, c'est ça. Mais pas la CSG. Et pas la CSG. Bon, en tout cas, il y a beaucoup de cotisations salariales. Les négociations actuelles. Pourquoi pas toucher à la CSG? Ça nous dit pas du coup sur quoi vous le faites et quels droits sociaux vous supprimez aux salariés. Pourquoi vous ne touchez pas la CSG surtout? Encore une fois, je reviens à ce que j'ai dit tout à l'heure. Il y a d'une part, aujourd'hui,
le système qui encourage l'assistanat. Nous, ce qu'on souhaite, encore une fois, c'est de réinciter au travail. Et je dis qu'il faut fusionner. Pourquoi vous ne voulez pas toucher à la CSG? Oui, parce que vous parlez d'assistanat. De fusionner. Et vous imaginez la difficulté pour tous ceux dans notre pays qui galèrent à trouver un boulot. Je veux qu'ils retrouvent leur dignité et qu'ils puissent être incités à travailler, justement, plutôt que de les maintenir dans l'assistanat. La dignité, c'est pouvoir vivre décemment dans notre pays. Non, vous la avez dignité, 10 c'est millions le de travail. pauvres, Madame Evren, dans notre pays. 10 millions de pauvres. Alors que les 500 plus grandes fortunes, alors que les 500 plus grandes fortunes ont multiplié par 2 leur richesse. Manon Bry, je voudrais juste faire éclaircir. Je veux les réinciter à travailler tout simplement. Je voudrais juste vous m'expliquiez, Agnès Evren. 400 000 postes vacants seulement. Et combien de chômeurs? Alors, on va y aller, mais je voudrais juste que vous m'expliquiez pourquoi vous ne voulez pas toucher à la CSG. Parce qu'aujourd'hui, en fait, on peut pas. Le déficit de la sécurité sociale est de 15 milliards d'euros. Et donc, on ne peut pas réduire, en fait, les recettes. Il faut réduire les dépenses publiques. Moi, mon créneau, il est très simple, c'est la réduction des dépenses publiques. C'est intéressant. Voilà. Puisque les dépenses, c'est vous parlez des dépenses publiques, on va faire un tour de table très clairement pour savoir quelles dépenses publiques. Parce que avant de parler des riches, puisque c'est le grand débat qui monopolise les Français, j'aimerais qu'on parle des dépenses publiques et qu'on soit très clair sur où vous trouvez des économies. Sur l'État, sur les collectivités, sur le modèle social, la sécurité sociale. Vous avez raison, je pense que les Français savent bien que nous sommes champions du monde des prélèvements obligatoires. Un budget, c'est des recettes et des dépenses. Nous, il n'est pas question d'augmenter les recettes puisqu'elles sont là, l'argent est là, sauf qu'il est très mal dépensé. Il y a effectivement une gabegie, vous avez raison, sur le train de vie de l'État. Hein. C'est l'État obèse qui demande à ses enfants de manger moins, mais par contre, il continue à se resservir. Ça va être très simple, hein. Ça va être déjà sur ce millefeuille territorial, par exemple, qui nous coûte trop cher. Ça va être sur ces 1800 agences de l'État qui nous coûte. Sébastien Lecornu a l'air de vouloir se lancer dans un nouvel acte de décentralisation. Mais il va falloir, effectivement, de toute façon, il faut qu'il y ait une rupture, sinon ce sera la censure, on l'a suffisamment dit. D'ailleurs, j'étais très frappée au moment de la passation entre M. Bayrou et M. Lecornu. M. Bayrou disait qu'il fallait se confronter au réel. Et le réel, on le connaît tous, hein, on vient de le dire, la situation budgétaire, la crise dans laquelle nous sommes. Et à côté de ça, je pense que, pour le coup... Dans le budget Bayrou, Madame Lavalette, par exemple, il y avait 3000 fonctionnaires de moins. Vous votez ça? Vous dites oui? Le non-renouvellement d'un fonctionnaire sur 3 qui part à la retraite. Avant ça, il y a des vraies économies à faire. Et vous le savez très bien, sur notre contribution nette à l'Union européenne, par exemple, que nous voulons réduire à 5 milliards. Vous ne touchez pas un seul fonctionnaire. Je veux bien. La France est une grande nation, donc il est normal que nous participions à l'Europe, mais on pense que 5 milliards par an, c'est suffisant. Marine Tourdelier, vous faisiez remarquer quelque chose. On l'a dit. On pas entendre, mais elle a très bien. Non, j'ai pas entendu en vrai. Je disais que ça finançait vos parlementaires européens. Vous êtes tellement drôle. Vous êtes un peu comme une éolienne. Vous faites beaucoup de bruit en produisant pas assez, Madame Tondelier. Il faut que le travail paie, Madame. Il y a aussi toutes les mesures, évidemment, sur l'immigration. On peut faire à peu près 16 milliards d'économies si on réserve les allocations de solidarité, non pas évidemment les allocations contributives, mais la lutte contre la fraude. Il faut les agences telles les ARS, telles le CESE, qui peuvent être supprimées. Et encore une fois, c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses, mais parce que nous allons vouloir relancer aussi la croissance. Vous savez, Sylvain Maillard, il y a quand même quelque chose qui est extraordinaire, parce que la baisse de la CSG, c'est une mesure qui était assez simple. Mais ce que vous entendez est intéressant parce qu'il n'y a personne pour vous sourire. C'est très intéressant parce que, entre autres, on a un projet de loi de la simplification et on a vu autour de cette table des gens voter très différemment. Dès qu'on voulait supprimer une agence, dire ah ben non, celle-là on la garde, celle-là on la garde. Oui. Moi je pense qu'il faut très clairement faire en sorte de réduire la voilure sur notre organisation territoriale, d'agence territoriale, de nombre d'élus. Et je vais vous prendre juste un exemple sur l'hôpital. Ouais. L'hôpital, c'est notre bien à tous, très précieux. Sur l'hôpital, pour nous, dans l'organisation de l'hôpital, on a beaucoup trop d'administratifs. Je vous prends juste un exemple sur l'AP-HP à Paris et région parisienne. On a à peu près 1500 personnes qui s'occupent du recouvrement de créances. 1500 personnes qui s'occupent du recouvrement de créances. On dit une chose très simple, réorganisons l'hôpital. Quand vous sortez de l'ôpital, à moins que vous n'ayez pas les moyens, dans ces cas-là, vous payez, parce que vous devez parfois faire quelques dizaines d'euros d'organisation. 1500 personnes, il faut que le pouvoir à l'hôpital doit être dans les mains des soignants. Et ça, comme ça a très bien fonctionné pendant le Covid. Je suis assez d'accord. Sur l'hôpital, on sait qu'il y a à peu près entre 20 et 25% d'administratifs. L'hôpital de Valenciennes est descendu à 7%. Tout marche très bien. Donc on sait qu'il y a une suradministration. Il y a une suradministration, évidemment. Vous voyez une belle convergence entre les macronistes et l'extrême droite.
y revenir tout à l'heure. national. Pas tant que ça. C'est peut-être pas un hasard s'ils sont sur l'administration. assis à côté sur ce plateau, puisqu'ils votent ensemble à l'Assemblée nationale. Je crois que vous avez tous les 5 voté contre moi. Il y a eu 7 projets de loi à l'Assemblée nationale, vous en avez voté 6 avec les macronistes, et vous votez dans le même sens parce que vous avez une obsession, c'est vrai, sur la santé, c'est de faire en sorte que les gens soient encore moins bien soignés. N'importe qui. Je vous ai laissé parler avec... Je vous ai laissé parler avec beaucoup de patience. Pas tous en même temps. Vous voyez, monsieur Maillard, est-ce que vous avez déjà fait la queue aux urgences pour savoir avec quelles difficultés vous avez à attendre des heures dans les couloirs? On laisse mourir des gens dans les couloirs. Nous soignons. Quand je vais avec mes enfants, vous allez avec vos enfants, on ne me raconte pas une histoire. Monsieur Maillard, je vous ai laissé beaucoup parler. Monsieur Maillard, je vous ai laissé. Monsieur Maillard, supportez la contradiction un petit peu. Ne criez pas. S'il vous plaît, juste une chose. Je vais juste essayer de terminer mon propos. Vous avez tout à fait le droit d'être en désaccord et j'en suis sûre que vous reprendrez la parole ensuite. Mais sur la question de la santé, on a une discussion qui est complètement déconnectée de la réalité. Quand, par exemple, François Bayrou, dans son budget que va reprendre Sébastien Lecornu, il va augmenter les franchises médicales de 100 à 200 euros. C'est concrètement, quand vous allez chez le médecin, quand vous allez acheter des médicaments, vous serez moins bien remboursé. Des gens qui sont moins bien remboursés, c'est des gens qui se soignent moins. C'est des gens qui, à la fin, coûteront y compris plus cher à la protection sociale. Et je vous donne un dernier exemple. Vous avez des dépenses publiques en moins dans votre projet? Oui, sur le plan exemple. Les aides aux entreprises. Plus de 200 milliards d'euros qui sont aujourd'hui absolument... Ça, c'est des impôts. Pas fléchés. Non, c'est des aides aux entreprises. Ça s'appelle des dépenses fiscales en comptabilité et dans le budget. Donc, ça s'appelle des dépenses. Et c'est de l'argent qui est aujourd'hui mal contrôlé et avec lequel il n'y a aucune contrepartie. Je vais vous prendre un exemple. Le crédit d'impôt recherche. Sanofi a touché des millions et des millions d'euros sans pour autant produire de la recherche. Alors oui, il faut des contreparties. Mais dans le même temps, il faut aussi regarder quand vous faites, c'est le b.a.-ba de la mathématique, une équation. Vous regardez côté dépenses et il faut aussi regarder... Vous pourriez trouver un compromis. Je vous rappelle que ce gouvernement a fait 60 milliards d'euros de cadeaux fiscaux par an aux plus riches de notre pays. Sylvain Maillard, je voudrais qu'on précise quelque chose. Je voudrais revenir, Sylvain Maillard, sur la CSG, parce qu'on en parle depuis tout à l'heure. L'ISF, c'est un cadeau fiscal. Sylvain Maillard, je voudrais revenir, s'il vous plaît, sur la CSG. Parce que c'est beaucoup, c'est aujourd'hui quand même, ça représente beaucoup pour les gens. Sur la CSG, parce que vous avez dit tout à l'heure, vous avez entendu tout à l'heure Agnès Evren qui dit qu'il ne faut pas y toucher. Alors Lavalette qui dit, oh là là, vaut mieux pas y toucher. Tout le monde dit ça, Richard Ramos, pas encore tout à fait, mais il dit, vaut mieux une TVA sociale. C'est une mesure qui apparaît simple, qui donnerait du pouvoir d'achat aux Français. Et là-dessus, vous n'arrivez pas à emmener les autres avec vous. Pourquoi? Alors, TVA sociale, à titre personnel, j'y suis très favorable. Très bien. Je le porte depuis très longtemps. Revenez-y. Mais vous risquez de vous retrouver tout seul. C'est très simple. Nous voulons, en tout cas pour ceux qui travaillent, d'abord la CSG, elle s'applique sur plein de choses, on l'a dit tout à l'heure. Mais c'est pour ceux qui travaillent. Et moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on plafonne, par exemple, la proposition qui a été faite par le Parti socialiste à 1,4 SMIC. La CSG est une CSG dégressive, moi, me convient tout à fait. Ce que je veux, c'est que les Français qui bossent gagnent plus. Vous n'aurez peut-être pas de majorité là-dessus. Marine Tondelier, sur le fait d'augmenter Non, de baisser la CSG. Bon, on verra. Enfin, j'ai l'impression que sur le plateau, j'ai l'impression qu'on va pouvoir trouver quand même un consensus là-dessus, de faire en sorte que les Français gagnent plus. Alors, je voulais vous proposer des économies sur la santé. J'ai entendu M. Bayrou dire faut que les gens arrêtent d'aller voir plusieurs fois pour le même examen. Je ne sais pas où il habite. Moi, chez moi, si je veux faire plusieurs fois le même examen, ça me prend plusieurs années puisqu'il y a des mois et des mois d'attente. Par contre, il s'en prend donc toujours eux-mêmes, les gens qui essayent de soigner, mais il s'en prend jamais à l'industrie pharmaceutique. Je vais vous donner l'exemple des anticancéreux, dont les dépenses, le poids dans l'assurance maladie ont explosé. Déjà parce qu'il y a beaucoup plus de cancers, et donc c'est sûr que si on vote des lois du plomb toutes les semaines, ça ne va pas s'arranger, mais aussi parce que le coût des traitements anticancéreux explose, non pas parce qu'il y a plus de recherche ou parce qu'ils coûtent plus à produire, mais parce que les fabricants d'anticancéreux savent que l'État subventionne avec la sécurité sociale, ça ne pèse pas directement sur le budget français, et donc ils y vont allègrement. Le Keytruda, par exemple, c'est 72 000 € par an le traitement, et c'est inadmissible, ça pourrait être moins cher s'il y avait une négociation de l'État. Mais juste sur les aides aux entreprises... Non mais juste, j'ai pas pu répondre je donne deux exemples. Sur les aides aux entreprises, deuxième volet où on peut faire les économies. Donc le livre Le Grand Détournement dont parlait Manon Aubry, c'est 270 milliards d'euros par an. Et il y a plein de dépenses qui sont utiles, sûrement là-dedans. Mais quand je vois un rapport sénatorial, du rapport quand je vois c'est le livre du Grand Détournement de journalistes de l'Obs qui sont assez sérieux. Le rapport sénatorial dont vous parlez, c'est un sénateur LR qui est président de la commission d'enquête et qui dit, il est les Républicains, et les Républicains ont tous voté ce rapport, il dit, même en tant que libéral,
Jeudi, la France ne s'y retrouve pas. Ça vous donne quand même une idée de l'ampleur du problème. C'est-à-dire que même Bercy, alors, même sur la les aides aux entreprises, il faut entendre quand même le socle commun sur les aides aux entreprises. On n'a plus trop le temps, on va avancer dans le conducteur parce que l'autre question du moment. Quand même, là, il faut savoir. Non, parce qu'on y est venu sur le débat. Non, mais on ne sait pas ce qu'est prêt à faire le gouvernement. Est-ce que vous seriez prêt à avancer là-dessus? Sur les entreprises, les aides aux entreprises. On fait une confusion. On pense que les entreprises, c'est les patrons. Les entreprises, c'est 4 piliers, l'entreprise. C'est le patron ou la patronne, c'est les actionnaires, c'est le salarié et c'est le client. C'est-à-dire que quand il n'y a pas ces 4-là, il n'y a pas d'entreprise. Donc quand on donne une aide aux entreprises, on peut aussi donner, à travers les aides qui sont données aux entreprises, notamment dans nos PME, sur notre territoire, du fait de donner aux salariés. Donc parce aller que chercher des contreparties. Contrairement à ce qu'on croit, les salariés, ils aiment leur entreprise. Bien. Pas les alors, l'autre, non, on avance. Où je faisais des économies. Moi, dans les 1800, on fait un objectif. Tous ces espèces de bousins de l'État, on dit dans les 1800, 1 sur 2, on l'enlève. Ensuite, regardez le médicament. Regardez le médicament. Le médicament, autrefois, moi, quand j'étais enfant, j'allais chercher les médicaments de ma grand-mère. Il y avait le prix sur la boîte. Aujourd'hui, je vais chercher mon médicament, je ne sais même pas combien ça me coûte. Il n'y a pas de prix. Et donc, à la fois, il faut faire des économies. Il faut, là où l'État est trop gros, il y a des agents d'État. Donc, on entend des voix dans la majorité qui sont prêts à regarder de près. Mais simplement dire aux gens. Au sein du maquis des aides publiques aux entreprises. Il faut qu'on avance. Maintenant, on va avancer. L'autre question du moment, puisque vous l'avez. On va y revenir. Il a raison, c'est pas comme si ça faisait pas 8 ans que vous aviez le pouvoir. S'il vous plaît, on va y revenir, si vous nous laissez, parce qu'on est en retard déjà. L'autre question du moment, s'il vous plaît, Laure Lavalette. Non, après. L'autre question du moment, c'est faut-il taxer les riches? Quels riches? Quel effort supplémentaire peut être demandé? Oui, un nom s'est invité dans le débat public, celui de l'économiste Gabriel Zucman, auteur de la taxe qui porte son nom. La France compte 41 millions de foyers fiscaux. Mais moins d'1 sur 2 a dû s'acquitter de l'impôt sur le revenu l'année dernière, avec des disparités. Par exemple, la classe moyenne, qui gagne plus de 2 200 € par mois par personne, est imposée à 3% environ. Les 10% des Français les plus aisés, au revenu de 4 300 € par personne, sont imposés à plus de 15% en moyenne. Enfin, pour les 0,1% des Français les plus aisés, cela grimpe à 31%. Vu comme ça, on peut se dire que l'impôt est progressif. Mais en zoomant sur le sommet de la pyramide, le système ne fonctionne plus. Selon l'Institut des politiques publiques, les milliardaires, 0,0002% de la population, arrivent à faire baisser leur impôt sur le revenu. Leur taux tombe à 25%. Un tour de passe-passe grâce au système d'optimisation, notamment via des sociétés. Pour corriger cette anomalie, Gabriel Zucman a donc une idée, imposer aux très grandes fortunes une taxe de 2% sur leurs revenus déclarés, mais aussi sur tout leur patrimoine. Leurs maisons, leurs bateaux, leurs voitures et surtout leurs entreprises. Cela concernerait 1800 foyers selon l'économiste et rapporterait 20 milliards d'euros par an à l'État. Alors, certains parlent de 5 milliards, certains économistes, ça dépend évidemment de qui calcule. Pour vous, Agnès Evren, il faut rappeler quand même quelque chose qu'on avait vu en préparant l'émission, que le premier président à avoir supprimé l'impôt sur la fortune, ça a été Emmanuel Macron. Avant, tous les présidents de droite n'ont jamais supprimé l'ISF. Est-ce que rétablir l'ISF, ça vous choquerait? Ah, mais complètement. Parce que bizarre, ça plombe l'investissement. Jacques Chirac, il n'avait pas enlevé. Ça plomberait. Et puis moi, j'en ai assez, en fait, que ce soit systématiquement les riches qui soient aujourd'hui le bouc émissaire de tous les problèmes de la France. Ça veut dire, honnêtement, qu'on ait heureusement qu'on a des Bernard Arnault. Pourquoi la droite n'a pas supprimé? Parce qu'ils créent de l'activité, de l'investissement, de l'innovation. Et donc, franchement, Gabriel Zucman, pour moi, c'est une énorme arnaque, en fait. Parce que sa taxe Zucman, elle vise tout simplement à détruire la richesse avant même qu'elle soit créée. Pourquoi? Parce qu'on va toucher indifféремment le patrimoine virtuel du patrimoine réel. Si on prend par exemple la société Mistral, cette start-up, on se rend compte qu'en fait la valorisation sur les marchés c'est 11 milliards, mais c'est totalement fictif, c'est pas du cash qui est mis en fait dans la poche du patron. Vous voulez qu'on parle des 1800 foyers fiscaux, chacun d'entre eux qui sont concernés par cette taxe? Et donc en fait le vrai sujet après sur les riches, et moi je le dis, peut-être qu'en effet il y a des trous dans la raquette, peut-être qu'on peut regarder la suroptimisation fiscale, pourquoi pas,
Mais de là, encore une fois, à détruire la richesse avant même qu'elle soit créée, pour moi, c'est du dogmatisme et on est très, très éloigné en fait de la réalité de ce que vivent les entreprises qui sont aujourd'hui très inquiètes compte tenu du fait qu'elles n'investissent plus. Marine Tondelier. Vraiment, quand on vous entend, on a envie d'aller faire la quête chez chaque Français pour donner un peu d'argent aux plus riches qui vraiment ont peur de perdre la richesse. Je vais rappeler 2 choses très simples. Ces 30 dernières années, le patrimoine des 500 plus riches de ce pays a été multiplié par 14. Ils sont 14 fois plus d'argent. Ils ont 14. Visiblement, ils pourront en payer un peu plus. Et on a de la chance de les avoir Madame en Evren, France. détendez-vous, ça va bien se passer. 14 fois plus riches qu'il y a 30 ans. Dans le même temps, nous sommes arrivés en France à 9,8 millions de pauvres. Chaque jour un peu plus nombreux et chaque jour un peu plus pauvres. En 30 ans, sur la même durée. Et donc, est-ce que vous pouvez, avouer que le ruissellement, c'est une fable qu'on nous sert depuis 40 ans et qui ne marche pas? Deuxièmement, que ce gouvernement a fait exploser les injustices sociales depuis 2017, les gouvernements successifs dans ce pays, et que troisièmement, notre pacte social est en train de se rompre. Parce qu'aucun des téléspectateurs qui nous regardent ce soir, aucun, on est un des pays les plus riches distributeurs de l'OCDE, ne trouve que c'est juste que, en termes de prélèvement obligatoire, c'est-à-dire si on additionne les impôts sur le revenu, les cotisations, etc., la TVA, je voudrais juste répondre un Français moyen paye 50% de prélèvement obligatoire et les 1800 imposables de la taxe Zuckman, ils payent que 27% de prélèvement obligatoire. Mais attendez, ils payent relativement moins d'impôts que vous, que moi et que tout le monde. Arrêtez, on a l'impression qu'il va y avoir une taxe magique et que cette taxe magique, elle va faire qu'on va réduire la dette et les déficits. On a 100 800 foyers fiscaux. 25 milliards, ça aide. Et deuxièmement, honnêtement, si la baguette magique des impôts, elle marchait, ça fait 50 ans qu'on ne serait pas allé dans le mur. Alors, Laure Lavalette, c'est très clair. La gauche est pour la taxe Zuckman. Ça a été dit, prélèvement obligatoire. La droite est contre la taxe Zuckman. Et vous, au Rassemblement National, c'est flou. Franchement, c'est flou sur la taxe Zuckman. Non, on n'est pas pour la... Mais non, pas du tout, on s'est abstenu, Madame Aubry. Donc il faudrait suivre de plus près ce qu'on fait à l'Assemblée nationale. Mais ce qui est sûr, justement, éventuellement, je dis une phrase sans personne, je ne sais pas. Est-ce que vous pensez que c'est possible? Pour ceux qui nous regardent, il y a eu une proposition de loi à l'Assemblée. Je termine juste ma phrase. Nous nous sommes abstenus. Vous vous êtes abstenus et en fait, c'est cette abstention qui a fait que le texte a été adopté. Donc, expliquez-nous ce que vous pensez de cette taxe. Parce qu'on pense que cette taxe, excusez-moi, nous a menti sur le montant. Nous a menti sur l'efficacité. Merci, au revoir. Cette taxe, c'est un écran de fumée qui, pendant ce temps, on ne parle pas des mesures, par exemple, des bonnes économies que pourrait faire l'État. Je vais vous dire pourquoi est-ce qu'on n'a pas voté contre. Vous n'avez pas répondu. Non, alors je vais vous dire pourquoi, parce qu'effectivement, on se laisse évidemment la latitude et de moduler les impôts à l'intérieur de l'impôt, des recettes qui sont... Mais non, mais on est... pas toucher aux riches. Mais bien sûr que si, puisque nous sommes pour l'impôt sur la fortune financière, Madame Aubry. Ne faites pas celle qui le découvre, puisque c'est très différent de l'impôt sur la fortune immobilière, puisque la résidence principale ou la résidence unique est sortie de l'assiette, sont sortis de l'assiette aussi les biens professionnels, et sont exonérés aussi les 75% des parts que vous pourriez avoir dans une PME ou dans une entreprise de taille intermédiaire. Par contre, si vous avez 3 millions d'actions chez Total, mais à ce moment-là, vous serez soumis, Madame Aubry, à cet impôt, et vous voyez bien que les très riches vont payer. Non, je voudrais simplement terminer. On n'est pas là pour taxer simplement pour taxer. C'est normal, au nom d'une justice fiscale, que ceux qui gagnent le plus participent au redressement du pays, mais il faut aussi leur expliquer pourquoi ils font de leur argent. Non, ce ne sera pas la taxe Zuckman. C'est pas l'ISF. Pas du tout, c'est l'IFF. Oui. Je viens de vous l'expliquer. J'ai bien compris. Donc c'est encore autre chose, ça embrouille tout le monde, quoi. Mais Zuckman a réussi à rendre sexy l'ISF. Vous plaisantez ou quoi? C'est non pour la taxe Zuckman. C'est on laisse tomber l'impôt sur la fortune immobilière parce qu'on veut que les Français puissent s'enraciner. Mais non, c'est pas encore un truc. En fait, vous ne taxez que le capital financier, c'est ça, les dividendes? C'est ça que vous taxez? Restez sur la réduction des dépenses. Ne faites pas expliquez-nous ce que vous taxez. C'est un impôt sur la fortune financière. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas quand je dis ces 3 mots? On ne sait pas ce que c'est que la fortune financière. Ça fait combien de milliards de rendement? Je viens de vous le dire. Ça fait rentrer combien de milliards? Eh bien, ça dépendra du nombre de gens qui la paieront, Madame Tondelier. Mais en fait, c'est 5 milliards la première année, Madame Tondelier. Après, tout le monde va partir. Toutes les holdings vont aller au Luxembourg. Mais bien sûr. Alors, c'est une impôt sur la Zuckman. Et après, Sylvain Maillard et Richard Rabot. La fortune financière. L'impôt sur la fortune financière. Vous prévoyez un rendement, j'ai regardé, de quelques milliards d'euros. Donc, on est très loin des 20 milliards d'euros attendus par la taxe Zuckman. Première chose. Deuxième chose, vous prévoyez d'exonérer l'ensemble des biens professionnels. Et dans les biens professionnels, il y a notamment les biens qui passent à travers les holdings et qui permet aux plus riches qui possèdent des grandes entreprises multinationales d'être défiscalisés. Troisième chose, vous prévoyez ensuite sur les résidences principales de ne pas avoir de limite. Donc ça veut dire que votre résidence principale d'un appartement qui vaut 100 000 euros comme d'un château qui vaut 3 millions d'euros, ce sera de la même
même manière exonérés. Mais nous le revendiquons, madame. Je vous ai laissé parler, madame. Ce sont des choix. J'ai attendu mon tour sagement, madame Lavalette. C'est vrai. Donc je viens de vous faire la démonstration. Je viens de vous faire la démonstration que, une fois de plus, avec vous, un autre Macron est possible parce que vous êtes la pure prolongation aujourd'hui de la défense des intérêts les plus riches. J'aimerais juste conclure sur moi une proposition pour aller dans la suite. On s'est beaucoup focalisé, à raison, sur la taxe Zuckman, qui est un des outils pour établir un peu de justice fiscale. Ce qu'on demande, c'est juste que les plus riches payent pas plus, mais le même pourcentage que n'importe lequel des Françaises et des Français qui nous écoutent. La seule alternative, c'est derrière de faire payer les Français avec une hausse de la TVA ou je ne sais quoi d'autre qui est purement injuste. Mais vous reconnaissez qu'en l'état, dans cette assemblée-là, ça passe pas. Ça a été voté une première fois à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, à l'heure de ce budget, dans une niche. Donc, je ne vois pas pourquoi ça ne pourrait pas être voté une seconde fois. Première chose. Et deuxième chose, rapidement. Là où je suis raison, vous dites c'est pas l'alpha et l'oméga. Mais moi, je vois la taxe Zuckman comme un des outils de la justice fiscale. Et quand on parle de davantage de progressivité, faire en sorte que chacun paye sa juste part d'impôt, c'est à tous les niveaux. Bien. Et ça ne s'exonère pas d'une lutte efficace contre l'évasion fiscale. Je voudrais qu'on entende efficace contre l'évasion fiscale. Je termine juste là-dessus parce que c'était mon domaine d'activité. Je travaillais à Oxfam avant d'être élu au Parlement européen précisément sur ces raisons-là. La moitié de l'argent qu'on perd de l'évasion fiscale provient du Luxembourg, provient des Pays-Bas, provient de nos voisins. Vous avez conclu. Donc ça suppose d'avoir des mesures de lutte contre ces Alors attendez, Richard Ramos, je vais vous passer la parole. Mais Sylvain Maillard et Richard Ramos, je voudrais avoir votre point de vue justement sur la taxation des plus riches. Parce que on sait que c'est Emmanuel Macron qui a supprimé l'impôt sur la fortune. Et vous disiez tout à l'heure au Modem que vous étiez plutôt pour une taxation des plus riches. Vous aviez même fait voter une taxation des dividendes. Oui. Donc il y a deux points de vue différents là. Non mais alors moi je suis contre la taxe Zuckman. Pour une raison qui est très simple. Dans nos territoires, moi je suis un élu rural, notre fierté c'est souvent nos ETI françaises. Des entreprises. Des ETI, des grandes entreprises, mais françaises, à capitaux français. C'est bien de le préciser, vous voyez. À capitaux français. Et si on fait la taxe Zuckman, ça veut dire que ces familles qui ont créé de la richesse et qui souvent sont appréciées de leurs salariés, ceux-là, eh bien, ils vont devoir vendre une partie de leurs actions à des étrangers, alors que c'était une entreprise française. Et ça, c'est insupportable. Mais vous êtes pour la taxation des dividendes, cependant. Oui, parce que, je le dis aujourd'hui, vous avez... Allez, on va prendre Coca-Cola. Coca-Cola, finalement, il paye très peu d'impôts en France, parce que finalement, sa petite fiole qui vient nous amener, c'est là où il va dans un État où il ne paye pas d'impôts, où il cache finalement la richesse qu'il devrait payer en France. Les fameux holdings. Oui. C'est quoi sa fiole La canette. C'est le concentré de Coca-Cola. C'est-à-dire la recette. Non, c'est pas la recette, c'est le concentré. Vous arrivez en France, Coca-Cola, il n'a pas forcément ses usines, et cette petite fiole qui est le concentré, il va le mettre dans le Danauer où il ne paye pas d'impôts. Et donc, il va enlever finalement ce qu'il devrait payer sur la France en impôts, il va le mettre à l'extérieur. Et la deuxième chose, là où peut-être... Vous êtes buvé du coca universel sur les sociétés. Voilà. Alors, un impôt minimum sur les sociétés. Exactement, sur les grandes multinationales. Donc là, vous dites, attention, il faut lutter contre les holdings, c'est ça ? Oui, exact. Et deuxièmement, on a un problème. Madame Aubry l'a dit tout à l'heure, et là, je partage son avis. On a des fois des montages où on cache de ne pas payer finalement la feuille de paye parce qu'on crée une holding et finalement on va cacher les bénéfices d'une holding alors, c'est intéressant ce que vous dites. Va monter une foncière. Est-ce que vous êtes capable de vous entendre là-dessus ? Au moins, à défaut d'avoir les 20 milliards de la taxe Zuckman, si vous avez allé jusqu'à 5 à 10 milliards en cherchant l'optimisation, en luttant contre ça, est-ce que vous êtes capable de vous entendre dans cette assemblée si fragmentée? Au fond, vous pouvez, là, quand on vous écoute. Dans ce pays, on a une passion pour les impôts. On adore, on est les champions du monde des impôts et on va encore créer un nouvel impôt. Moi, tout à l'heure, Marine Tondelier a dit une chose importante. Elle a dit, vous avez dit tout à l'heure, vous ne croyez pas au ruissellement. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous ne croyez pas au ruissellement. Et pourtant, on est dans le pays où, au fond, avec la redistribution et une redistribution très forte, on fait du ruissellement depuis très longtemps. Et ça ne marche pas. Et c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Vous ne croyez pas aux autres, ça ne marche pas. C'était la clé de voûte quand même du programme la base de l'aide, des aides qu'on donne, vous dites que ça ne marche pas, le ruissellement, et c'est ce qu'on fait largement. Je vous interromps. Moi, je dis une seule chose. Non, mais je veux juste terminer. Et je vais revenir sur allez-y. Vous posez une question qui est intéressante. Ouais. Nous, on est contre la taxe Zuckman, qui a été une promotion incroyable. Une promotion incroyable qu'on a fait sur toutes les chaînes. C'est très facile à comprendre. Et puis, dès qu'on commence à rentrer un peu dans le mécanisme, tout le monde dit oui, effectivement, ça vole pas. Derrière, qu'est-ce qu'on a dit ? Il faut aussi taper sur les dividendes. 1800 personnes. Tout le monde dit on est favorable. On descend. Et puis, qu'est-ce qu'on dit maintenant, 2 semaines après ? Finalement, on va remettre l'ISF. C'est-à-dire, comme d'habitude, on commence par une toute petite partie des gens
et puis on arrive à une masse plus importante. Je vais juste vous dire, non, Manon Bry, c'est à moi de parler. Non. Comme d'habitude. Et vous savez quoi? Si on continue le raisonnement, vous allez voir qu'on va arriver à l'impôt sur le revenu. Juste une chose. Est-ce que tout à l'heure, Richard Ramos disait... Richard Ramos disait... Je vais terminer, s'il vous plaît, sur les dividendes. Richard Ramos, il a raison. D'abord, je voudrais remercier... Mais la taxe Zuckman, c'est aussi sur les dividendes. services fiscaux, permettez-moi de les remercier, parce qu'on n'en parle pas. Ils font Zuckman, un extraordinaire travail, justement, pour regarder qu'est-ce que dans les patrimoines des plus riches, regardez ce qui est de l'optimisation fiscale, qui est totalement interdite en France, ce qui est de l'optimisation fiscale et ce qui est c'est-à-dire du contournement de l'impôt. Par exemple, quand vous créez des holdings, une holding, c'est pas interdit en France. Mais quand vous contournez le fonctionnement de la holding pour payer moins d'impôts, les services fiscaux regardent très attentivement. Et moi, je voudrais les remercier parce qu'ils font un travail souterrain, on en parle très peu. Quand vous regardez à la commission des finances, vous voyez à quel point ça s'est amélioré le retour et de l'impôt dessus. Deuxième chose, nous on veut qu'il y ait une baisse des impôts, tout simplement. Nous on pense qu'on est dans un pays où on doit avoir moins d'impôts. Par exemple sur les entreprises. Par contre, juste un petit point derrière moi. Parfois, il est en retard, Sylvain Maillard. Je trouve que la conditionnalité, je l'entends tout à l'heure, conditionnalité sur certaines aides d'accompagnement. Par contre, j'y suis assez favorable. Bien. Ah ben voilà un compromis sur les aides publiques aux entreprises. Alors, la Valette. Pas d'impôts. Enfin, je veux dire, on a fait tomber 2 fois le gouvernement justement parce qu'on ne supportait pas qu'il y ait des impôts supplémentaires. Enfin, monsieur Maillard, vous pouvez pas imaginer. Vous avez voté avec regardez sur les entreprises. La première fois quand on a fait Michel Barnier, le lendemain dans le on a parlé du pouvoir d'achat. Je n'aurais pas terminé sur ce plateau. Pas sur les comment. On a parlé des dépenses. On a parlé de taxer les riches. On voit bien qu'on n'y est pas encore sur l'atterrissage à l'Assemblée. Je voudrais qu'on dise un mot des retraites. Les Français le disent, le redisent, tous les sondages sont très clairs. La réforme d'Elisabeth Borne ne leur convient pas. Est-ce que vous êtes prêts à revoir la copie et notamment l'âge de départ à 64 ans? Alors, l'âge de départ, il n'en est pas question. Pour vous, c'est 64 ans, ça doit rester... C'est 64 ans, mais il n'y a pas 36 solutions. Ou on augmente les cotisations, on obère la compétitivité, ou on baisse en fait les pensions. Dans le cadre du pouvoir d'achat, c'est impossible. Ou alors on touche à l'âge de départ. Et honnêtement, ce serait une faute politique majeure de revenir sur cette réforme. En revanche, j'ai conscience qu'il y a des angles morts. La pénibilité, la carrière des femmes, l'emploi des seniors. Donc oui, il faut revoir. Mais vraiment, vous savez, il y a un paramètre démographique qui est très simple. On a 17 millions de retraités. D'ici 10 ans, on va passer à 24 millions. Et en 2050, on aura un cotisant pour un retraité. Pour bien comprendre, Agnès Evren, puisqu'on parle de compromis, c'est le mot que vous avez choisi en début d'émission, si la main tendue des socialistes était saisie par Sébastien Lecornu et qu'il suspendait la réforme, c'est pas du tout ce qu'il a dit dans son interview aux Parisiens. Mais mettons vous sortez du gouvernement. C'est à minima 10 milliards d'euros par an, la suspension de la réforme des retraites. Quel message dramatique on enverrait au marché financier, alors que la note de la France a été dégradée, de dire qu'on revient sur la seule réforme structurelle qui a permis de réduire les dépenses publiques. Les retraites, aujourd'hui, je tiens à le redire, c'est 14% de notre PIB, 14%. Là où les pays voisins, c'est entre 10 et 12%. Et donc, ce serait, encore une fois, je le redis, une faute politique majeure de toucher à la seule réforme structurelle qui permet de réduire les dépenses publiques. Laure Lavalette. On en revient toujours à ce que je disais tout à l'heure, gouverner, c'est faire des choix politiques. Et effectivement, nous avons sur ce plateau des choix différents en matière de retraite. Nous pensons que quand vous avez commencé à travailler entre 17 et 20 ans, des carrières longues, pénibles, pas forcément comme ce que nous faisons, nous, ici, autour d'un plateau, mais on peut partir avec 40 annuités à partir de 60 ans. J'ai dit qu'il y a des après, c'est progressif, effectivement. Plus vous rentrez tôt sur le marché du travail, vous ajoutez 42 annuités et vous pouvez partir à partir de 62 ans. C'est un peu, vous avez raison, il y a un angle mort qui est la natalité. Et nous n'avons pas baissé les bras sur la natalité parce que nous pensons qu'avec justement avec notre IFF, figurez-vous, qui allait être fléché sur la relance et soutenir une politique familiale forte, on peut relancer la natalité en France. Mais Madame Aubry, parce que vous avez fait le choix de l'immigration pour remplacer les bébés que nous ne faisons pas. Nous pensons que les Françaises ont encore, et au financement du planning familial. Vous avez raison, c'est deux projets de société différents. Pouvoir faire des enfants. Et en fait, la deuxième jambe sur laquelle notre système de retraite qui date des 30 Glorieuses est posé, c'est la productivité. Effectivement, pour ça, il faut réindustrialiser le pays. C'est absolument l'inverse qui a été fait pendant 8 ans avec Emmanuel Macron. Vous le savez, le temps est compté. Il faut que le budget 2026 soit prêt avant le 13 octobre. Il reste donc 15 jours. Oui, et pour l'instant, la méthode Lecornu, ce sont des formules choc. Il va falloir aussi changer, être sûrement plus créatif, parfois plus technique, plus sérieux dans la manière de travailler avec nos oppositions. J'aurai l'occasion d'y revenir, on vient d'en parler très longuement tous les deux.
mais je le dis aussi, il va falloir des ruptures. D'abord, moi j'ai entendu un Premier ministre dire qu'il faut être sourd pour ne pas entendre la demande des Français, et c'est quand même des besoins des Français et des demandes des Français qu'il faut partir, de plus de justice fiscale. Moi, ce que je souhaite surtout, c'est qu'on travaille sur le quoi avant de travailler sur le qui. Et travailler sur le quoi, c'est effectivement prendre acte de l'ouverture et du changement de méthode du Premier ministre et prendre nos responsabilités pour faire des propositions. Moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans l'interview de Sébastien Lecornu, pour vous parler franchement, c'est qu'il est ouvert à la fois à lever éventuellement de nouveaux impôts, mais aussi à en supprimer. On a aujourd'hui devant nous un agenda exigeant, difficile, effectivement, de recherche de compromis sur le budget. C'est la priorité absolue. Ceux qui pensent à 2027, cet automne, avant de se soucier s'il y aura un budget pour le pays, à mon avis, sont complètement hors sujet. Depuis 1 an et demi, en tout cas depuis la dissolution de l'Assemblée nationale, c'est difficile de s'y retrouver. On se demande même si la France est encore gouvernable. Oui, et en tout cas, l'avenir de Sébastien Lecornu dépend en grande partie de ce que feront les socialistes. On devrait avoir le sujet qui devrait arriver. Le Parti socialiste au centre du jeu à gauche, et peut-être même au centre du jeu tout court. Sous pression du nouveau Premier ministre, mais aussi du MEDEF et de Jean-Luc Mélenchon, voilà longtemps que le PS n'avait pas joué un rôle si déterminant. D'un côté, les macronistes ouverts à la discussion, prêts à faire des concessions, assure-t-il. On sait très bien qu'il faut trouver une majorité. Donc la main a toujours été tendue, nous l'avons toujours tendue et nous continuerons à la tendre vers les socialistes. Et c'est à eux de prendre leurs responsabilités. Mais attention, pas question de taxer davantage les entreprises, alerte le MEDEF, qui réplique avec un kit de campagne adressé la semaine dernière à ses adhérents, invités à s'adresser aux parlementaires socialistes de leur région, argumentaire à l'appui. En ligne de mire, des propositions budgétaires jugées dangereuses pour la France. Réponse aussitôt de Boris Vallaud, qui propose au MEDEF un débat public à la télé. Pendant ce temps, à gauche, Jean-Luc Mélenchon joue l'indignation. En négociant avec la Macronie, le PS tournerait le dos à ses électeurs selon le patron de la France Insoumise. Nous ne trahirons pas le mandat que nous avons demandé au peuple français. Nous avons proposé un programme et nous sommes élus pour l'appliquer, pas pour faire des combines et chercher des places. Vendredi, Olivier Faure a de nouveau rendez-vous à Matignon pour tenter d'infléchir le budget de Sébastien Lecornu et revendiquer ainsi l'influence retrouvée du Parti socialiste. Juste une question rapide, les socialistes, ils iront à Matignon. Vous êtes invités, vous, les écologistes? Oui, on a rendez-vous à 15h45. Et vous y serez? Ah bah oui, on va pas se priver parce qu'on va avoir une petite explication de texte. Vous allez y revenir tout de suite. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'aura au nom des Français. Manon Aubry. À quoi bon discuter avec un Premier ministre qui n'est même pas légitime, je veux dire, qui refuse de demander un vote de confiance à l'Assemblée nationale et qui a été placé là, tel un clone par Emmanuel Macron pour poursuivre la politique macroniste. Donc nous donnons rendez-vous à l'Assemblée nationale, nous demandons un vote de confiance. S'il n'y a pas de vote de confiance demandé par le Premier ministre, nous déposerons une motion de censure parce que ce gouvernement n'aura pas... Mais la copie budgétaire ne vous intéresse pas? Mais bien sûr, nous ne cessons de faire des propositions. Mais vous voyez très bien qu'aujourd'hui... Vous le voyez très bien qu'aujourd'hui, Sébastien Lecornu écarte toute mesure de justice fiscale. On est passé très vite et vous n'avez pas donné la parole à la gauche sur la question de la réforme des retraites. On a entendu comme si les Français étaient tous pour la retraite à 64 ans, mais il se trouve que plus de 80% des Français sont contre la retraite à 64 ans. L'ensemble des syndicats sont contre et même l'Assemblée nationale, qui n'a jamais voté dessus, est contre. Donc vous voyez, c'est pas des petits sujets. Et aujourd'hui, Sébastien Lecornu, vous allez mettre sur la table, vous. Honnêtement, Francis Letellier, ça fait 3 fois qu'on nous fait le coup. Emmanuel Macron, il convoque des élections législatives anticipées, il dit je vais changer de méthode, il met Michel Barnier qui refait un gouvernement dans la même veine. Pouf, il tombe, on a exactement la même chose avec François Bayrou. Et là, vous allez vous faire avoir combien de fois Marine Tondelier, attends, Marine Tondelier, qu'est-ce que vous allez faire chez Sébastien Lecornu? Nous allons avoir une explication de texte. C'est-à-dire au nom des Français. Olivier Faure dit il faut que tout le budget soit présenté. Mais en fait, il nous avait vendu une méthode, 1, transparente, et 2, il avait dit une rupture, et 3, un dialogue moderne. Je ne comprends pas ce qu'il y a de moderne dans ce qui est en train de se passer. La transparence, je ne la vois pas parce que c'est quand même assez flou. Et d'ailleurs, il faut mieux que ce soit flou parce que dès qu'il avait un flou, ça va pas dans le bon sens. Et sur la rupture, aujourd'hui, la seule rupture que je vois dans ce que fait M. Lecornu, c'est une rupture avec les Français, dont je rappelle qu'ils ont demandé une chose simple à une élection qu'ils n'avaient pas demandé de faire, la dissolution. Ils ont demandé une cohabitation. Et pour ceux qui ne comprennent pas ce que ça veut dire cohabitation, du genre le président de la République, cohabitation,
Ça veut dire que le Premier ministre ne doit pas être du même bord politique que le Président de la République. Et donc, ce qui va se passer, c'est que les mêmes causes auront les mêmes conséquences. Dans la rupture qu'a proposée le Premier ministre, elle est très importante. Les mêmes causes auront les mêmes conséquences. Vous allez vous enfermer avec le socle commun avec les Républicains. La rupture du Premier ministre, Richard Ramos et les Républicains. La rupture fondamentale avec le nouveau Premier ministre. Mais vous m'avez coupé par ailleurs. C'est la rupture de ma parole, là, pour l'instant. Dans ce qu'il a dit, c'est qu'il va redonner la parole au Parlement. Le Premier ministre, qu'est-ce qu'il a dit Le Parlement, il a voté la taxe Zucman, monsieur Ramos. J'ai encore la parole. Laissez Richard Ramos s'exprimer. La taxe Zucman a été votée à l'Assemblée nationale. La rupture, vous avez déchiffré ce que le Premier ministre met derrière ce mot. Dire ça. Et pourtant, j'en avais un qui était de mon bord politique. Il nous a dit le gouvernement est sous le contrôle, virgule, et la tutelle du gouvernement. Pourquoi il demande du Parlement. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Premier ministre va décider qu'on va débattre au Parlement. Pourquoi ça veut dire que... Parce que je pense qu'il faut d'abord débattre. Vous, de toute façon, on sait que quel que soit le vote... Attendez, vous allez me citer... Quel que soit le vote, vous êtes contre. On veut discuter sur le budget pour les Français, vous n'y allez pas. Mais vous êtes d'accord qu'il n'y a rien à faire, monsieur Le Cornu. Votre logique, c'est la logique du chaos. La logique que, quoi qu'il arrive, on ne discute pas. Moi, je trouve que la méthode du Premier ministre de dire on redonne le pouvoir au Parlement, sur les textes, il dit en gros, moi, Premier ministre, il y a des choses auxquelles je ne serais pas d'accord, mais si le Parlement le vote, je prendrai acte. Honnêtement, quand on vous écoute ce soir, on ne voit pas où est l'accord. C'est un mini-parlement qu'on peut avoir ici ce soir. Alors, évitez que ce soit la commune assemblée quand même. Oui, mais on ne voit pas les points d'accord. Il y en a peu. C'est quand ils votent pour le président de la République ou nous les députés. Là, on est dans un débat qui va être budgétaire et politique. Eh bien, le Premier ministre dit je vous laisse le faire. Alors, Agnès Evren, quand vous entendez le mot rupture de la part du Premier ministre, qu'est-ce que vous entendez, vous, dans cette rupture? Alors pour l'instant, voilà, je vais être honnête, je ne vais pas être langue de bois. Moi, je n'ai pas vu de rupture sur la méthode. Et non, alors je dis juste une chose. C'est que c'est vrai que dans l'article du Parisien, c'était un peu la langue de caoutchouc. C'est-à-dire qu'ils disent qu'ils ne veulent pas, mais ils ne disent pas concrètement quelles sont les mesures qui sont proposées pour relancer l'investissement, l'innovation. Vous ne voyez pas de rupture, en tout cas, au Parlement. Mais voilà. Il dit que ça se passera au Parlement. C'est ça. C'est nouveau, ça. Et allez, ça, on laisse parler. Et ça, je l'espère. En tout cas, nous, il y a une forme de rupture de la droite, c'est-à-dire qu'on avait fait les choses à l'envers la dernière fois. Cette fois-ci, on s'engagera que sur un contrat de gouvernement. Et ce contrat de gouvernement, il dit quoi? Il dit qu'il y a deux priorités. La priorité des priorités, on en a parlé tout à l'heure, c'est de revaloriser le travail, de faire que le travail soit plus rémunérateur. Et deuxièmement, sur le régalien, on considère aujourd'hui, on n'en a pas parlé, qu'il y a un vrai sujet d'insécurité en France, je le dis, sur les sanctions. On voudrait par exemple des peines minimales dès le premier délit, parce qu'il y a un sentiment d'impunité. Et deuxièmement, sur les questions migratoires, il y a aujourd'hui, on considère, 70% d'ailleurs des Français pensent que la politique migratoire est trop laxiste. Et donc de ce point de vue-là, par exemple, de donner un peu plus de justice, notamment sur l'AME. Moi, je le dis, je ne suis pas pour la suppression de l'AME. L'aide médicale d'État. Voilà, mais pour qu'elle soit transformée en AMU, aide médicale d'urgence, pour réduire le panier de soins. Pourquoi ? Très clairement, je vais vous retourner le mot rupture. Et ça, rupture. on y tient beaucoup, et c'est dans notre contrat de gouvernement. C'est dans votre contrat de gouvernement. Et s'il n'y avait pas ça, dans le gouvernement de Sébastien Lecornu, est-ce que vous seriez prêt à une rupture politique ? On serait prêt à une rupture politique, mais encore une fois, on a commencé l'émission en vous disant qu'il faut renouer la confiance avec les Français. Vous savez ce qu'ils nous disent ? Ce que nous disent les Français, c'est entendez-vous là-haut, entendez-vous, mettez-vous d'accord. Et donc voilà, moi j'ai bien conscience qu'aujourd'hui, encore une fois, il faut du sérieux, de la responsabilité et surtout de la stabilité. On s'interroge aussi sur votre méthode, parce que vous avez dit tout de suite, dissolution, ne perdons pas de temps. J'ai entendu Marine Le Pen, elle était à Bordeaux, elle était dans le Pas-de-Calais, à Hénin-Beaumont, puis là, on a l'impression que vous changez de stratégie et vous dites ça dépend de ce qu'ils proposent. On ne va pas censurer sans condition. La rupture ou la censure, effectivement. On ne fait pas partie des gens qui proposent de faire tomber un gouvernement avant que le gouvernement ait à peine ouvert la bouche, bien sûr. Néanmoins, j'aimerais simplement terminer une phrase. Je vous rappelle simplement, je représente moi toute seule plus d'11 millions d'électeurs et que votre alliance des 5 ici met le pays exactement dans l'inertie. Vous n'avez jamais exercé de responsabilité, donc c'est facile à dire. Vous avez tous été contre nous au soir du second tour des élections législatives. Et c'est
C'est exactement, vous de Monsieur c'est Lecornu? exactement le péché. Qu'est-ce qui vous permettrait de ne pas exactement le censurer péché originel de la Sébastien situation dans Lecornu? laquelle nous sommes, parce que si vous ne vous étiez pas tous alliés en mentant aux Français, je vous rappelle que M. Bardella serait sûrement Premier ministre depuis déjà un an, et les Français iraient mieux. Vous savez, M. Letellier, à la fin au soir du second tour, est-ce qu'il est possible d'éviter la censure? Il y avait une unanimité pour la part de vous. Désolé. Est-ce que c'est possible de terminer une phrase? Enfin, je ne sais pas trop. Oui, puis qu'on s'écoute. Voilà. Et éventuellement, enfin, je ne sais pas. Donc, je vous dis simplement que vous avez pris une rouste au soir des élections européennes. Vous avez pris, encore une fois, une déculottée le soir des premiers tours des législatives. Alors, entre deux, vous avez eu des alliances absolument nauséabondes que je ne comprends toujours pas. Je ne sais pas comment M. Maillard a pu faire alliance avec le nouveau Front populaire. Néanmoins, ils l'ont fait. Mais je vais vous... Mais bien sûr que si, ils ont voté pour Elisabeth Borne. Mais vous, je parle de votre famille politique et vous le savez très bien. C'est bien le péché originel. Mais ce qui est sûr, c'est que le réel est là et qu'au soir du second tour des élections législatives, les Français voulaient toujours moins d'immigration, voulaient toujours plus de pouvoir d'achat et voulaient toujours plus de sécurité. Sylvain Maillard. Non, Madame Emmerich, non, mais j'ai pas eu le temps de parler du tout. Quand je l'entends parler, vous parlez de l'AME. Je n'ai pas souvenir d'avoir entendu M. Retailleau dire qu'il allait quitter le gouvernement quand M. Bayrou préférait tondre les retraités de 8 milliards, demander des 8 milliards d'efforts aux retraités, 4 milliards sur la désindexation des retraites, sur l'inflation, ou 4 milliards sur la suppression de la niche fiscale, alors qu'il demandait 0 € d'efforts aux clandestins. Excusez-moi, je n'ai pas souvenir d'avoir vu M. Retailleau poser sa démission. Sylvain Maillard, est-ce que vous pensez que Sébastien Lecornu a de beaux jours devant lui ou qu'on va vers une censure directement? La situation est difficile. Il faut trouver une majorité avec des partis qui n'ont, pour une partie d'entre eux, aucune envie de travailler les uns avec les autres. Donc c'est difficile. Moi, j'entends la gauche dire oui, on veut absolument gouverner. Mais vous savez quoi, le jour où il y a un Premier ministre de gauche, il sera censuré dans le quart d'heure. Donc la difficulté, c'est que les Français ont choisi une assemblée... que votre président nomme. Votre président nommerait un Premier ministre et vous censurez dans le quart d'heure Lucie Castet, avec le programme du nouveau Front populaire, vous savez quoi, le jour même, je voterai la censure. C'est marrant parce que vous nous accusez de tout bloquer, je ne sais pas quoi, mais en fait, vous auriez fait la même chose. Le jour même, je censurerai. Voilà, encore un point. Vous êtes dans un face-à-face. Il y a une incommunicabilité. Moi, je voudrais savoir, Sylvain Maillard, c'est le dernier Premier ministre, Sébastien Lecornu, avant la dissolution. Avant la dissolution, pour que les Français comprennent. C'est le Premier ministre de la dernière chance. On retourne aux urnes après? Si ça ne marchait pas, évidemment. Il va former un gouvernement. Il va faire en sorte, je crois que c'est ce que disent les Français, ils veulent aussi la stabilité. Il y a une angoisse de l'avenir et donc il nous faut proposer un budget. Nous, on tend la main. On tend la main aux socialistes, on tend la main évidemment au LR, de faire en sorte qu'on puisse, avec le MoDem, de faire en sorte qu'on puisse construire un budget. Oui, il y aura des choix à faire qui seront difficiles pour nous. Je le dis, il y aura des choix difficiles à faire les uns les autres. Est-ce que vous pensez que Sébastien Lecornu va y arriver? Pour Renaissance, pour le MoDem, pour les LR. Pourquoi Sébastien Lecornu y arriverait plus que François Bayrou? Parce que la différence, c'est qu'il vous l'a dit. Il change la méthode, il rappelle ses encres. Mais écoute, 2 secondes. Il rappelle les encres que nous portons, c'est vrai. Et deuxièmement, il dit le pouvoir est à l'Assemblée nationale. Exactement. Nous commençons la discussion budgétaire la semaine prochaine. Et nous commençons la semaine prochaine la discussion budgétaire. Et bien tant mieux. Tant mieux. Agnès on est député, on est là pour, vous allez reparler. Mais Agnès Evren, pour trouver un budget. Agnès Evren, Michel Barnier, l'ancien Premier ministre, est redevenu député Les Républicains hier soir, élu à Paris. Michel Barnier et Sébastien Lecornu, ce sont les mêmes ou pas? Non, ce ne sont pas les mêmes. Qu'est-ce qui va changer à vos yeux ? Puisque Sébastien Lecornu est ministre du président Macron depuis 7 ans. Michel Barnier, en fait, il y est allé pourquoi ? On y est allé parce qu'à l'époque, la France était au bord du chaos avec une instabilité politique suite à la dissolution et que notre objectif, et ça vient d'être dit, c'était d'éviter la gauche au gouvernement. Pourquoi ? Parce que la gauche, elle a un programme totalement démago qui vise à augmenter les impôts. Et donc, l'idée, c'était de prendre nos responsabilités parce qu'aujourd'hui, nous considérons que la France penche à droite et parce qu'elle demande moins d'impôts, plus de sécurité, moins d'immigration. Est-ce que vous avez plus confiance en Sébastien Lecornu qu'en Michel Barnier? Michel Barnier, il vient de nos rangs véritablement. Sébastien Lecornu, vous avez des doutes? Après, moi, je ne connais pas personnellement Sébastien Lecornu, mais tout ce que j'entends dire de lui, c'est que c'est un homme de dialogue, c'est un homme habile
et qu'il réussira à trouver des consensus dans cette Assemblée totalement fracturée et c'est un ancien venu de la éclatée. droite qui est allé chez Emmanuel Macron. Oui. Ça n'empêche pas son parcours. C'est ce que je dis, il est tributaire aussi du bilan. Ça n'empêche pas son parcours, vous lui gardez quand même une espèce de. Oui, parce qu'il vient des rangs de la droite, et puis ça a été un bon ministre. Alors, à ce stade du débat, moi j'aimerais comprendre pourquoi vous. Il va réussir parce qu'il va réellement mettre le débat à l'Assemblée nationale. Et cette méthode-là de dire. Vous savez que ça va se terminer par un 49-3, monsieur Ramos, vous le savez pertinemment. On écoute Richard Ramos. Et j'espère qu'il choisira des ministres capables de travailler avec les socialistes, parce qu'on sait aujourd'hui que les socialistes, on a vu qu'ils étaient plus tout à fait avec LFI, et donc je pense que les socialistes, qui sont un vieux parti de gouvernement, vont pas faire le chaos deux fois. Et je pense qu'il faudra trouver des solutions avec eux pour qu'on puisse faire un budget pour les Français, parce que c'est ça qu'ils veulent. Les Français, ce qu'ils veulent, c'est qu'on réussisse. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on ait un budget pour résoudre leurs problèmes au quotidien. Et je pense que le Premier ministre aujourd'hui, qui est un homme des territoires, on a dit c'est un macronien, c'est le clone, pas du tout. Le président de la République n'a jamais été élu. Lui, il vient des territoires. Et c'est parce qu'il vient des territoires qu'il a l'habitude des compromis qu'on va réussir à l'Assemblée nationale à faire le compromis. Manon Aubry, vous y êtes au Parlement européen. S'il vous plaît, on fait pas des Vous en fabriquez des compromis tous les jours. Les Français qui nous regardent ne comprennent pas comment c'est impossible de cette culture du compromis, au moins sur l'essentiel, donner à la France un budget. Qu'est-ce qui se passe à Bruxelles qu'on n'arrive pas à faire en France? La question, c'est pourquoi faire. Je vous donne des exemples très précis parce que on ne peut pas avoir des débats théoriques. Le budget, en réalité, il a été envoyé au Conseil d'État. Et dans la partie du budget qui a été envoyée au Conseil d'État, si Madame Lavalette cesse sa conversation parallèle, donc dans le budget qui a été... Non, c'est vrai, tous les micros sont ouverts. Mais on sait très bien que vous entendez ensemble les macronistes et l'extrême droite, et que vous, à l'extrême droite, vous avez refusé de voter à 8 reprises. Monsieur Maillard, vous avez refusé Elisabeth Borne et Gérald on refait pas. Vous aurez peut-être voté à 8 reprises. Des élections. Vous pourrez refaire ce débat plus tard. Pour l'instant, vous avez refusé de voter à 8 reprises la censure contre le gouvernement, et votre choix est fait. Je reviens à votre question qui est pertinente. Merci Manon. Je reviens à votre question qui est pertinente parce que moi je travaille au quotidien au Parlement européen et il m'arrive de voter pour des textes et contre des textes. Mais la question c'est pourquoi faire. Dans la partie du budget dans le budget qui a déjà été envoyé au Conseil d'État, je voudrais lancer l'alerte à votre antenne, il y a, on n'en parle pas du tout, une baisse de 300 millions d'euros sur les APL, les aides pour le logement. Il est prévu une taxe sur les vapoteuses. Pour tous ceux qui fument des vapoteuses, ils vont être directement concernés. Il est prévu une nouvelle taxe sur les auto-entrepreneurs qu'on avait réussi à faire retirer du budget dernier. Et donc, ça, ce sont des choses très concrètes qui vont avoir des impacts très concrets. Dans la partie qui est envoyée déjà au Conseil d'État. Et donc, moi, je vous dis concrètement, oui, un budget comme celui-là, on ne l'acceptera jamais. Et au fond, la question qui est posée ce soir, vous n'avez pas complètement tort. Vous voyez, moi, je ne vais pas acheter le compromis en étant contraire à mes idées, en faisant la poche des Françaises et des Français. Je vais continuer à défendre le programme sur lequel on a fait campagne. La question, au fond, qui est posée, c'est comment on sort de la toute-puissance du président de la République, qui gouverne seul à l'Élysée et qui est coupé de la France. Alors, juste, donc, Manon Aubry. Au bout d'un moment, vous avez 3/4 des Français qui veulent changer, en finir avec la politique macroniste. Donc la question, c'est comment on fait. Bien. Le plus simple, c'est d'en revenir aux urnes d'une manière ou d'une autre. Je rebondis sur ce que vous dites, parce que pour l'instant, LR, vous faites partie du gouvernement, vous êtes dans la coalition. Pourquoi ? Pour rebondir sur cette idée, je voudrais vous demander pourquoi une coalition à la française, c'est pas possible. Vous dites si les socialistes entraient, c'est hors de question, on s'en va. Pourquoi une coalition? Parce que les Français, quand on leur demande, ils disent ça. Pourquoi ils n'arrivent pas à s'entendre? Mais attendez, je l'ai dit dès le début de l'émission. Oui, ils nous disent, entendez-vous là-haut, mettez-vous d'accord, parce que là, il s'agit de l'intérêt national. Voilà. La seule chose, c'est qu'on ne peut pas aller dans des alliances contre nature, parce que ce serait mentir aux Français que de dire on va mélanger des choux et des carottes. Mais nous, on ne renie pas nos convictions. Vous savez, on n'est pas mariés avec les macronistes. On y est allé parce que la droite a pris ses responsabilités. Pas qu'avec les macronistes, avec Madame Aubry et Madame Tondelier. Vous avez fait alliance avec eux. Non, mais vous revenez à chaque fois. Mais je reviens sur le péché originel. Et que moi, ce que je dis aujourd'hui, c'est que malheureusement, on est dans une démocratie en France. On est dans une démocratie en France qui n'est pas une démocratie mature. Notre démocratie est malade et les Français, ça les rend assez inquiets parce qu'en fait, on est dans l'affrontement permanent. On n'est jamais justement dans la recherche du compromis, contrairement au Parlement européen, où moi aussi j'ai été députée européenne. Et là, c'est vrai qu'il n'y a aucun problème à essayer de faire émerger des consensus sur des sujets d'intérêt national. Pourquoi est-ce qu'en France, on est dans cette logique d'affrontement
permanente. Alors, je vous au mets lieu le d'être défi, Agnès essayé. Evren. Qu'est-ce Il y qui a pourrait une être motion de censure. consensuel? Il y a une motion de Marine censure Tondelier qui est et votée Marine au Tondelier Parlement repartent. Qu'est-ce qui pourrait être consensuel? Une mesure consensuelle en France, ce serait quoi? Ce serait, je la vois pas là ce soir. De ne pas augmenter les impôts. Sauf que la gauche, elle, c'est la taxe magique. Vous allez y revenir tout à l'heure. C'est que systématiquement, en fait, la solution à tous les problèmes de la France, c'est de ressortir la baguette magique. Alors, des impôts. prenez place tous à sa fin. Vous allez avoir chacun une minute. Voilà. Non, mais j'en ai C'est ça. une. Vous allez l'avoir cette minute de conclusion, ne vous inquiétez pas. Ce qui est quand même compliqué, c'est que vous nous dites le débat est violent alors que nous on est très calme, mais les mesures que vous proposez sont violentes quand vous proposez Parce que les Français de veulent de la raccourcir la durée radicalité. d'indemnisation du chômage alors qu'il n'y a que 400 000 postes vacants dans ce pays et des millions de chômeurs. C'est très violent, Madame Evren. Donc vous pouvez avoir votre plus beau sourire et votre plus beau tailleur. C'est très violent. Une mesure consensuelle devrait être la transition écologique parce que ce gouvernement, on n'a toujours pas compris pour quelle raison, a baissé. En termes de budget d'écologie, tout ce qu'ils ont baissé, c'était des aides directes aux Français. C'était des aides pour isoler son logement, ce qui fait faire des économies chaque mois sur ses factures d'électricité. Ils ont fait baisser les aides pour changer de voiture, ce qui fait faire des économies chaque mois sur le carburant ou la charge. Vous avez baissé de la moitié. Vous avez baissé de la moitié le budget là-dessus et le leasing social, vous l'avez ouvert un mois après. L'aide était suspendue parce que vous n'aviez pas mis assez de moyens. Vous le savez. Donc en fait, la transition, à l'heure actuelle. oui, ça revient, ça repart, ça s'en va et ça revient. C'est comme une chanson. Donc ce serait ça la mesure consensuelle pour vous. Et je le dis parce que même celles et ceux qui s'en fichent de l'environnement savent, même ceux qui ont juste un raisonnement économique, savent qu'un euro qu'on n'investit pas dans l'environnement aujourd'hui nous coûtera 5 fois plus cher demain. Et donc c'est de l'environnement et c'est même Monsieur Jean Pisani-Ferry qui a écrit le programme de Macron en 2017 qui le dit. Écoutez Sylvia Maillard, c'est le consensus qui se fait là. Attendez, vous allez revenir, Richard. C'était consensuel pour 43 reculs environnementaux depuis le début de l'année quand même. Le changement climatique, l'évolution environnementale est pour nous une vraie problématique au cœur de ce qu'on porte. Donc pourquoi vous sabrez les budgets de l'écologie? Vous savez quoi en fait, par exemple sur différentes aides, d'abord il faut qu'on évalue ce qui marche et ce qui ne marche pas. C'est l'argent des Français. Regardez ce qui marche, ce qui ne marche pas. Donc vous, ça ne marche pas. Le leasing social, le leasing social, vous dites toujours tout va mal. Moi, je me réjouis du fait qu'on mette 50 000 voitures à moins de 200 € disponibles pour les Français sous condition de ressources. Monsieur Maillard, vous avez supprimé l'aide à la conversion la veille de l'entrée en vigueur des ZFE. Vous avez fait 43 reculs environnementaux depuis le début de l'année, donc vous n'êtes pas d'accord avec vous-même. Moi, je voudrais féliciter les Français. Je voudrais féliciter les Français, en tout cas sur l'environnement. On a des évolutions extrêmement fortes. On a une industrie qui est totalement en train de se verdir. Mais quand on écoute Marine Tondelier, on est toujours les plus mauvais. En fait, c'est assez déprimant. C'est assez déprimant. Regardez, on n'a jamais autant baissé l'année dernière. On n'a jamais autant baissé en France. Une autre mesure consensuelle. Attendez, premier trimestre 2025, vous allez pouvoir chacun donner une mesure consensuelle. Votre mesure consensuelle. Premier trimestre 2025, plus 0,2% d'émissions négatives. Il faudra continuer à investir. Je me réjouis des efforts que font les Français et on va continuer. Moi, j'ai une mesure consensuelle. 77% des Français veulent la priorité nationale pour l'attribution des logements. Même à gauche, 50% des électeurs du nouveau Fonds populaire veulent une priorité nationale. Donc, un de vos électeurs sur deux veut qu'on réserve. Et c'est fou, non? 92% des électeurs de Maïs Maillard veulent la taxe du mal. Pas tous en même temps. Richard Ramos. 77% des Français y sont, monsieur Maillard. Par exemple, à Paris, nous, on porte une chose, priorité à ceux qui s'occupent de Paris, ceux qui vivent à Paris, priorité de logement social. C'est la dernière fois, mais c'était bien, mais c'est la dernière fois. J'ai aujourd'hui un combat qui va s'ouvrir à l'Assemblée nationale. Dans ce combat que j'ouvre à l'Assemblée nationale sur un produit qui donne Alzheimer et Parkinson, qui est du pétrole dans nos assiettes, qui est l'hexane, j'aurai ma présidente, elle est LFI, mon co-rapporteur sera RN. Eh bien, dans l'intérêt des Français, on se met d'accord pour arrêter les Vous avez oublié les Républicains. l'hexane. C'est pas la première fois, monsieur Ramos. Leur Lavellette, C'est pas la première fois. c'est des offres de service, ça. J'ai pas voté, Non, mais je vais vous dire, moi, je n'ai absolument... Non, pas de conversation parallèle, s'il vous plaît. Et donc, sur un combat qui va être le mien, qui s'ouvre au Parlement la semaine avec une mission d'information, on a des RN, on a aujourd'hui des LFI qui nous ont aidés, eh bien on va interdire l'hexane, ce produit qui tue et qui donne aujourd'hui Parkinson aux Français. C'était peut-être ta dernière soirée au Modem. Non, mais moi, je sais que M. Ramos a déjà fait ça. C'est pas la première fois. Et tu as même voté, je pense, un amendement RN. Ah, vous tutoyez comme ça. C'est normal. Entre députés, on se tutoie tous. Oui, mais à l'antenne, c'est plus rare. Madame Tondelier, c'est la tradition, on se tutoie. J'ai oublié. Non, juste te dire qu'effectivement,
effectivement, moi, je n'ai qu'une seule boussole, et vraiment, c'est partagé par l'ensemble de mon groupe, c'est l'intérêt des Français. C'est la raison pour laquelle j'ai dû voter des amendements de chacun de vos Agnès Evren, quand vous entendez... améliorer le quotidien des Français, et je pense vraiment que ce soir, vous ne pouvez pas en dire autant. Agnès Evren, pour conclure sur cette partie, quand vous entendez Richard Ramos qui dit qu'il rêve d'avoir un vice-président ou un rapporteur, je vous ai dit, LFI ou RN et les Républicains dans l'histoire. Vous avez oublié les Républicains. Vous avez oublié les Républicains. J'ai oublié que Julien est dans la commission, qui est dans la commission que Julien. Ils sont dans votre gouvernement, dans votre coalition. Il votera avec nous pour que les Français n'avalent pas. Non, mais il est constructif. Moi, je le suis aussi. Donc voilà. Mais quel rôle vous êtes prêt à jouer dans ce nouveau gouvernement-là? Alors c'est très simple. Nous, encore une fois, la droite a pris ses responsabilités. Aujourd'hui, la France a besoin de stabilité. La France a besoin d'un gouvernement et la France a besoin d'un budget. Et donc, évidemment, on ne va pas se retirer sur notre Aventin en disant « débrouillez-vous sans nous », alors que le socle commun, c'est l'équivalent de 230 députés. Et donc, compte tenu de cette tripartition aujourd'hui et de cette absence de majorité, nous, on a posé sur la table une feuille de route qui est très, très claire. On l'a dit, il y a 2 priorités. La priorité 1, c'est de rémunérer mieux le travail en France au détriment de l'assistanat. Et la deuxième priorité, c'est le régalien sur l'immigration et sur la sécurité. Parce qu'aujourd'hui, nous considérons que la France penche à droite. Elle penche à droite parce que les Français veulent moins d'impôts, les Français veulent plus de sécurité. Eh bien voilà, je le redis. Et donc, pour toutes ces questions-là, nous serons au gouvernement pour aider. J'ai attendu assez sagement. Je pense qu'il y a à la fois un enjeu social de boucler les fins de mois. J'essaie toujours de revenir à du concret. C'est le titre de cette émission. Il est tard le soir, mais demain matin, il va falloir remplir le frigo et vous avez des salaires qui n'ont pas suivi l'inflation, des pensions de retraite qui n'ont pas suivi l'inflation. Donc, cette chose aussi simple de faire en sorte que, bah oui, dans la vie, ce que vous gagnez, ça suive l'augmentation des prix, lesquels prix doivent être bloqués. Mais au fond, et c'est peut-être le mot, je crois que ce soir, ça a illustré la nécessité d'en revenir aux urnes d'une manière ou d'une autre. Bien. Vous le voyez, la nécessité. Quoi qu'on dise, vous auriez dit ça. J'ai peur de la démocratie, Madame Evren. Mais oui, et je crois qu'on n'en peut plus de la politique macroniste et de sa violence sociale pour les gens au quotidien. Donc souhaitons une élection présidentielle la plus rapidement possible. Et nous allons vous remercier. Une bonne fois pour toutes. Comme d'habitude. D'Emmanuel Macron. On va voter autant de fois. On n'est pas capable de travailler les uns avec les autres pour trouver un budget. Moi, je pense que c'est notre métier. Les députés ils sont là pour trouver des compromis ensemble. C'est notre travail. Et je crois que nous allons vous remercier d'être venus sur ce plateau pour ce premier débat. Et on va parler des syndicats et du patronat. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nos invités vont arriver sur ce plateau. Les syndicats et le patronat attendent aussi le gouvernement au coin de la rue. Et ça va commencer dès jeudi prochain avec un nouvel appel des syndicats pour plus de justice sociale. Le MEDEF est également en embuscade.